Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 31 janvier 2025. Très heureux de vous accueillir pour cette édition régulière de Mon Carnet. Une grosse semaine en termes d'actualité derrière nous et on aura l'occasion d'y revenir avec mes invités un peu plus tard dans l'émission. Évidemment, on va parler de la nouvelle IA générative chinoise, DeepSeek. On va faire ça avec Tariq Krim, un innovateur de la première heure qui va décrypter pour nous cette arrivée et son impact. On va parler avec la co-auteur du nouveau livre La Révolution IA qui doit paraître sous peu aux éditions Héliopole. On va parler d'une nouvelle enquête sur les Québécois et le commerce social, ces achats qu'on fait à partir des réseaux sociaux. Semble-t-il que bien des gens sont conscients de la chose, mais que bien des gens hésitent encore à le faire. Et puis on va aller à Toronto pour parler avec le producteur des Canadian Games Awards qui s'en viennent très bientôt. Mes collègues sont là. Thierry Weber nous propose son regard sur sa visite du CES de Las Vegas. Stéphane Récoul poursuit sa réflexion et cette fois parle d'impôts. Et puis Jean-François Poulin nous parle d'initiatives pour aider les citoyens qui ont de la difficulté avec le numérique. Mais avant tout ça, on ira à Paris, comme d'habitude, pour retrouver Jérôme Colombin pour parler d'actualité numérique. Alors voilà le programme de Mon Carnet cette semaine. Maintenant, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Jacques A. Bouchard, Sébastien Ruffo, Éric Torin, Pierrick Pluquerel et Mario Rivero-Huguet. Merci à ces 5 auditeurs pour leur écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Je suis très heureux d'être avec vous. Puis à tous, évidemment, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, direction Paris pour rejoindre Jérôme Colombin pour parler actualité. Tel que promis, ça y est, c'est fait. Jérôme Colombin, salut. Bonjour Bruno Guglielminetti. Est-ce que Paris se porte bien aujourd'hui? Mais oui, Paris va bien. Je suis ravi de te retrouver pour ce débrief transatlantique hebdomadaire. Ouais, une grosse semaine pour toi, hein, parce que là, on se voit. Demain, c'est moi qui te visite. Et puis, en même temps, il y a François Sorel qui vient se rajouter plus tard. Eh oui, et on était ensemble, on était ensemble ce vendredi dans le grand débrief de Monde Numérique, tous les trois. Et c'est vrai que là, ça se télescope. Hein. C'est difficile de se rater. Hein. Ouais. C'est difficile de nous rater. D'ailleurs, ce qui va faire que il y a certains sujets qu'on ne traitera pas énormément, on va les mentionner, mais parce qu'on en parle dans la rencontre avec François, alors ça vaut la peine vraiment d'aller écouter cet épisode que tu nous proposes. Mais du coup, on parle pas de DeepSeek. Non, on n'en parle pas. De toute façon. C'est pas très important. Non. Est-ce que tu as vu des nouvelles là-dessus, toi, cette semaine? C'est quand même un peu un coup de tonnerre, hein, cette histoire de DeepSeek. Enfin, ça ébranle les colonnes du temple. Moi, c'est l'image que j'ai, là. C'est un tsunami sur l'industrie de l'IA aux États-Unis. Les gens vont devoir revoir leur façon de faire et il y a des compagnies qui vont devoir expliquer des choses à leurs investisseurs. Ça, c'est certain. Ouais, exactement. Donc, toi, tu vois surtout l'aspect financier. Ça, c'est ton côté très nord-américain. Ben oui. Toi, tu vois sûr. La réglementation tout de suite. Là. Oui, moi, je vois qu'est-ce qu'on pourrait faire comme réglementation pour régler ce problème. Non, mais c'est vrai que le sujet est super intéressant. Alors, tu en parles dans ton carnet. Moi, j'en parle aussi juste après notre conversation dans Monde Numérique avec Luc Julia, que j'ai le plaisir d'accueillir, et ce sera désormais le cas tous les mois. Et donc, on revient sur cette actu DeepSeek. Il y a beaucoup de choses à en dire. Le choc, c'est que il semble qu'on puisse donc faire de l'IA puissante, mais frugale, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les boîtes américaines, mais peut-être une bonne nouvelle pour d'autres entreprises, des startups et notamment européennes. Et c'est amusant parce que nous, ça arrive dans un certain contexte, puisque la semaine prochaine, à Paris, il y a un grand sommet sur l'IA. Donc, je pense qu'on en parlera ensemble. C'est ce dont on va parler la semaine prochaine. Ben ouais. Exactement. Tu seras notre reporter officiel. Bah écoute, j'essayerai, ça y est, je me suis accrédité, donc je vais y aller. Enfin, j'ai pas encore eu la réponse, hein, donc je sais pas trop, on va voir. Et puis non, c'est quand même pas mal. Mais sur ce DeepSeek, malgré tout, on parle de réglementation. T'as vu qu'il est déjà interdit en partie en Europe? Oui, c'est l'Italie qui a décidé de ne pas donner accès. Mais souviens-toi que quand ChatGPT est sorti, ça a été interdit aussi au début. Hein? Alors, on est en train de répéter l'histoire. Les Italiens, quand même, ils sont
je ne vais pas utiliser le mot craintif, mais disons qu'ils veulent voir les choses aller avant de les offrir à tout le monde chez eux. Et puis, je voyais aussi aujourd'hui que l'Irlande va ouvrir une enquête pour voir un peu ce qui en sort de ça, parallèlement aux enquêtes qui sont faites par Microsoft, par OpenAI. Il y a beaucoup de monde qui regarde de très près qu'est-ce que c'est exactement. Ouais, c'est étonnant. Apparemment, c'est pour des questions de, protection des données personnelles, DeepSeek en Italie. Ouais, puis de toute façon, je pense qu'on va rappeler aux gens que c'est formidable, vous pouvez l'essayer, vous pouvez vous amuser, vous pouvez le tester, mais gardez toujours en tête. Toi, tu l'as essayé? Oui. Mais gardez toujours en tête que c'est un logiciel qui vient d'une entreprise qui est basée en Chine et que de par la loi en Chine, lorsque vous êtes une entreprise technologique, vous devez toujours laisser une porte d'accès au gouvernement et aux services de renseignement pour la sécurité nationale de l'État. Alors, allez pas confier vos plus grands secrets ou votre carnet d'adresse là-dessus. Ce serait une grande bêtise. Tu as tout à fait raison de le préciser. Effectivement, voilà. Il faut quand même être assez prudent dans l'utilisation de ce chatbot. Et ce que tu as vu aussi, il y a un truc qui est intéressant, c'est que, donc tu l'as dit, il est chinois, il est soumis à la censure chinoise, évidemment. Donc il y a des sujets sensibles sur lesquels il ne s'exprime pas. Dès qu'on interroge sur ce qui s'est passé place Tiananmen ou sur l'action du Premier ministre chinois, etc. Même si Taïwan existe. Voilà, exactement. C'est motus et bouche cousue. Soit il répond pas, soit il te sort le discours officiel très politiquement correct. Ouais. Mais il y a des journalistes du Guardian, le journal britannique, qui ont fait des trucs intéressants. Ils lui ont posé des questions un peu sensibles comme ça, et ils lui ont demandé de répondre en utilisant ce qu'on appelle, alors moi je connaissais pas, j'avoue, le langage leet speak. Et c'est-à-dire, c'est ce truc de geek qui consiste, enfin, je connaissais l'existence, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, qui consiste à remplacer certaines lettres par des chiffres. Genre, tu remplaces le A par un 4, le E par un 3, etc. Et donc, le DeepSeek sait faire ça. Il sait parler comme un vrai geek en utilisant ce langage-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce cas-là, eh bien, il est beaucoup moins accro au politiquement correct. Et il donne des réponses qui ont l'air de passer la censure. Donc c'est étonnant. Ouais. Donc c'est un ami qui m'a fait remarquer ce truc-là et il a vraiment bien vu, ce qui laisse entendre que eh bien finalement c'est pas tellement et ça s'explique parce que ce sont vraiment les réponses de DeepSeek qui sont censurées, mais pas les modèles de base, pas les modèles d'entraînement. C'est-à-dire qu'il a visiblement été entraîné avec des données sans filtre. Aussi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on n'a pas la même expérience si on le télécharge et on l'installe sur un appareil localement que si on l'utilise en ligne. Parce que le processus dans guillemets de censure là, est pas du tout le même. Et ça, je l'ai vu, puis même mais ça, je vais arrêter d'en parler parce qu'on en parle dans ton rendez-vous, puis je veux pas qu'on se répète. Mais ça vaut vraiment la peine. Allez faire un tour. DeepSeek, faites une recherche sur Google, et puis que vous passez par Perplexity ou que vous passez directement à essayer l'IA, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Voilà. Tout à fait. Écoute, j'allais dire, on n'a pas parlé d'Elon Musk, là, c'est bizarre, ça fait 5 minutes qu'on discute et on n'a pas parlé d'Elon. J'allais dire, est-ce qu'on peut pas en parler, mais on peut pas. Eh oui. Alors, il a entamé un truc qui risque encore de faire un peu de bruit, qui est pas forcément polémique, mais je pense que ça t'a pas échappé. Il est en train visiblement de mettre en place de transformer X en super app comme il a toujours dit qu'il allait le faire, puisqu'il a signé un partenariat avec Visa qui va permettre de faire des paiements sur X et de s'envoyer de l'argent d'utilisateur à utilisateur. C'est quand même pas rien, ça. Et ça, c'est intéressant, mais j'ai hâte de voir dans les faits, parce que ça, c'est l'annonce qui est sortie. Mais tu te souviendras que pendant 2024, il annonçait de temps en temps sur son compte, sur X, qu'il avait fait des ententes avec tel État, tel État, tel État, tel État. Et il va vraiment par État aux États-Unis. Et j'ai hâte de voir si l'entente avec Visa permettra de dépasser les États et même permettra à l'international de pouvoir utiliser X comme outil financier, mais la bataille n'est pas gagnée pour lui, parce qu'il manque de confiance. Moi, je sais que quand j'ai publié l'information, tu aurais dû lire tous les commentaires, pas sur X, mais sur les autres plateformes, tu aurais dû lire les commentaires en dessous, et il n'y a pas grand monde qui lui font confiance pour mettre leur numéro de carte de crédit.
Ouais, mais enfin bon, si c'est Visa, c'est pas lui, c'est comme ouais. Mais ça passe quand même à travers son système. Non, mais une grosse défiance vis-à-vis d'Elon Musk actuellement, hein, ce qui peut se comprendre. Voilà, c'est. Ah ouais. Oui, le personnage est étrange. Non, mais après, c'est pas pour prendre sa défense, mais je trouve qu'on est dans l'exagération totale, et notamment ici chez nous en France. Il y a plus de limite, quoi. Il y avait un ancien ministre l'autre jour qui le traitait de fou en disant, en plus c'était extrêmement insultant parce que il disait de toute façon il est Asperger au dernier degré, il est complètement fou, etc. Déjà quand il y a Asperger, qu'est-ce que ça vient voir complètement fou, ouais. Ça n'a rien à voir. Donc tu vois, ça devient absolument n'importe quoi. Enfin bon. Jérôme, est-ce que tu as vu passer le nouvel appel de Yoshua Bengio? Absolument, je voulais que tu m'en parles parce que c'est quand même intéressant. Yoshua Bengio, qui est canadien et qui est un grand ponte de l'IA et qui remet une couche sur le côté attention, danger avec l'intelligence artificielle, c'est ça? Ouais, parce qu'il y a 2 ans, il nous avait fait le coup. Il avait signé à la fois aux Nations Unies, mais aussi dans un j'allais dire un manuscrit ou une pétition qui avait été faite par des gens de l'industrie sur le fait que il fallait regarder sérieusement les enjeux et les risques rattachés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et là, il en remet, mais cette fois-ci, c'est à la demande du gouvernement britannique. Tu te souviendras, D'accord. il y a eu un sommet il y a 1 an et quelques mois en Angleterre. D'ailleurs, c'était notre bon roi Charles III qui était le patron de l'événement. Et dans le cadre de l'événement, il y avait le premier ministre de l'époque qui avait mandaté Yoshua Bengio à aller chercher des experts qu'il estimait pour écrire un rapport sur les risques, la sécurité entourant l'IA avancée. Et donc, on vient d'avoir la publication. C'est 96 experts venant de 30 pays différents qui ont collaboré à l'œuvre. Yoshua Bengio en a assuré la direction. Et finalement, on en arrive avec... puis il faut le faire là, parce que c'est des centaines de pages, ce document-là. Et quand on arrive à extirper l'essentiel, on voit finalement qu'il y a 3 risques qui sont... Et on ramène ça dans 3 catégories. Il y a l'usage... Maintenant, ça devient très concret. Oui, parce que là, il y a l'usage malveillant de l'intelligence artificielle qu'on peut exploiter dans des cyberattaques, la création de contenus trompeurs. Bon, puis là, pensons aux deepfakes, mais aussi à la désinformation. De l'autre côté, il y a les dysfonctionnements de l'IA en tant que tel, qui peut présenter des biais. D'ailleurs, on en parle dans ton émission vendredi. Et puis aussi, il y a ce risque systémique, l'adoption de l'IA qui pourrait perturber le marché du travail, soulever des préoccupations en matière de vie privée si c'est mal encadré. Et donc, pour ça, il arrive avec sa bande d'experts à arriver avec différentes mesures qui sont proposées. Je ne vais pas passer à travers, là, mais si ça vous intéresse, le chemin le plus court, je vous dirais, c'est vous allez sur moncarnet.com. Il y a un article, à la fin, il y a un lien pour aller télécharger. Il y a l'article, si vous voulez faire un résumé de la chose. Qui est très bien. Merci. Mais il y a un lien vers l'enquête, le rapport, pardon. Et puis, ça vous permettra de voir les grandes lignes. Mais je pense que c'est rafraîchissant et réaliste à ce moment-ci, surtout avec l'actualité des derniers jours, de nous ramener sur c'est beau, ça va bien, c'est formidable, mais attention, il y a toujours des risques à utiliser l'IA si c'est mal utilisé et si son utilisation n'est pas contextualisée. Tout à fait. C'est une vigie nécessaire, Yoshua Bengio, comme d'autres. Mais c'est vrai que c'est une ligne de crête qui est difficile à tenir parce que il faut pas non plus effrayer. Tu vois, on en a déjà parlé ensemble. Le discours en Europe et en France est souvent anxiogène par rapport à l'IA. C'est toujours oh là là, tout ce que ça va changer, tous les défauts, tous les risques, etc. Et alors que quand tu vas aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est une espèce de, c'est formidable. C'est l'Eldorado, voilà. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu en réalité, et c'est ce juste milieu qui est difficile à trouver. Et je pense que c'est là où le sommet de l'IA à Paris va essayer de bien se positionner là-dessus. Ça va être une vision assez européenne. J'espère que ce sera pas une vision trop négative. Ce serait dommage, mais il faut aussi parce qu'il faut quand même de l'optimisme, mais il faut du réalisme. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant ce que dit Yoshua Bengio parce que c'est du coup il met le doigt de manière très très concrète sur des risques qu'on a déjà
en fait, auxquelles on est déjà confronté aujourd'hui. Ouais. C'est déjà une réalité, ces problématiques-là. Mais selon toi, est-ce que tu as l'impression que va sortir du sommet une entente, une déclaration, quelque chose comme ça? Écoute, je ne sais pas. Je pense qu'il y aura volonté de marquer le coup. Parce que je sais que tu as tes entrées à l'Élysée, là. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y aura des annonces d'Emmanuel Macron, mais les annonces, il faut qu'elles soient européennes aujourd'hui. Moi, je me raccroche plus à tu vois, à ce qu'a pu déclarer récemment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui essaye de fixer un cap, qui s'appuie sur le rapport Draghi, qui est on en a parlé dans le grand débrief tous les trois avec François Sorel. Je pense qu'il faut que ce soit notre boussole, ce rapport Draghi, sur plein de points, et notamment sur l'intelligence artificielle. Donc, je sais pas trop ce qui va en ressortir. Il faut pas oublier que c'est aussi, politiquement, la France essaye de reprendre l'avantage, parce que le premier sommet de ce genre-là avait eu lieu en Grande-Bretagne, et ils avaient marqué des points, les Anglais, avec ce truc-là. Ils étaient les premiers à faire un grand sommet. Bon, voilà, après, il y aura beaucoup de déclarations d'intention, et puis des initiatives à droite à gauche. Moi, je n'arrête pas de recevoir des sollicitations pour des tas d'événements périphériques, d'entreprises, de groupements d'entreprises, etc. Chacun veut apporter sa pierre à l'édifice. Bon, c'est pas plus mal. On verra ce qu'il en ressortira. On en reparlera la semaine prochaine, mon cher Bruno. Ah, ben, j'ai bien hâte. Sinon, malgré toutes tes activités et toutes les fois où on va se croiser, tu as quand même pour tes auditeurs une programmation et une sélection de rencontres que tu vas leur présenter dans le cadre de Mon Numérique. Qu'est-ce que c'est? Et oui, cette semaine dans Monde Numérique, très brièvement, écoute, je suis assez content. Tout d'abord, je reçois Luc Julia, je l'ai dit. Mais là, t'es en train de te répéter, là. Ben oui. Je me répète complètement, voilà. Bon, je sais que t'es fier de l'avoir, puis t'as raison d'être fier. Et puis, c'est pas tout. Je reçois également Julien Villeray et aussi Luc Julia. On va parler d'IA. On va parler aussi de biodiversité avec Julien Villeray d'EDF, avec une initiative assez intéressante. Et puis, je reçois des Français qui lancent un truc, c'est pas qu'ils le lancent parce que c'est très ancien, mais ils sont pas connus et c'est normal qu'ils soient pas connus. Ça s'appelle Frogans. Je t'invite à écouter, vraiment, je vous invite à écouter parce que ils ont l'ambition de créer une nouvelle manière de diffuser de l'information sur Internet, qui ne soit pas le web, qui ne soit pas le mail, c'est encore autre chose. C'est une sorte de web bis, très graphique, avec des tas de possibilités, et ils s'attaquent vraiment au fondement d'Internet. Ça repose c'est un protocole de communication, en fait, qui exploite vraiment les caractéristiques réseau d'Internet. C'est un peu compliqué dit comme ça, il faut écouter, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Puis Bruno, aussi, je pense que tu l'oubliais, tu as Luc Julia qui est avec toi cette semaine. Tu te moques de moi, là? Non, pas du tout. Non, je suis content de savoir qu'on va le retrouver de temps en temps chez vous. Mon cher Bruno, je te dis bye bye. J'invite tous nos auditeurs respectifs à nous retrouver dans le grand débrief avec François Sorel. Alors ça, c'est sur Monde Numérique, épisode du mois de janvier. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ben oui, puis je te souhaite une bonne mission. Moi, j'attends mon rapporteur officiel. Hein. Je vais m'y atteler tout de suite. Bon sommet. Allez, salut. Salut. Ciao, bye. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à Mon Carnet. Alors, cette semaine, c'était la semaine de la tech chinoise à l'honneur avec la découverte par l'Occident, coup sur coup, d'abord de l'IA de DeepSeek et le lendemain, c'était Alibaba qui annonçait sa nouvelle IA générative, Gwen 2.5 Max, encore plus puissante que ChatGPT et la petite dernière DeepSeek, à une fraction de la puissance de calcul. Pour tout nous mettre ça en contexte, j'ai pensé à mon invité parce que il en a vu passer des innovations dans sa vie lui-même. Il a créé quelques startups. Je pense à NetVibes, je pense à JollyCloud. Et puis aujourd'hui, il fait partie de ces observateurs avisés qui aident les gens à s'y retrouver, notamment dans le secteur de l'IA par le biais de son infolettre qu'on retrouve sur cybernetica.fr. Alors, on va de ce pas le retrouver. Bonjour, Tariq Krim. Bonjour. Quand vous regardez, vous, de votre point de vue, DeepSeek, qu'est-ce que vous voyez? La question que beaucoup de gens se posaient, c'est est-ce que c'est le moment Spoutnik, on va appeler le fameux moment où
les États-Unis ont découvert que la Russie était capable d'envoyer un satellite et qui a paralysé d'effroi, mais ensuite permis euh, les projets Gemini, puis Apollo, mais surtout aussi les avancées considérables, on l'oublie, dans le domaine de la technologie, puisque le premier principe de Apollo, ça a été de dire ces ordinateurs qui sont sur plusieurs pièces, il faut que ça rentre dans le cockpit. Et donc, on a eu une période incroyable d'innovation. Ou le moment Kalachnikov, puisqu'on l'oublie parfois, mais pendant la guerre froide, tous les conflits armés, les oppositions armées, notamment à tous les rebelles étaient armés de cette arme qui était apparemment, disent les spécialistes, increvable, très efficace et qui a eu énormément de pouvoir. Et quand je dis ça, évidemment, je pense à l'idée que désormais, comme on est dans le monde de la guerre hybride, c'est-à-dire qu'on a à la fois des cyberattaques, des spams. Pendant longtemps, on s'est plaint que les spams étaient pas terribles. Maintenant, quand ils sont écrits avec des IA génératives, c'est très difficile. Il y a d'ailleurs un pays comme le Japon qui maintenant, qui n'était pas souvent attaqué. Maintenant, comme on peut écrire en japonais un texte en deux temps, trois mouvements. Donc, en fait, ces outils que les États-Unis espéraient limiter par la question de l'embargo, en fait, sont maintenant disséminés de la manière la plus pure, puisque l'open source veut dire que n'importe qui peut utiliser. Mais d'un point de vue si on revient sur la question de Sputnik, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est le choix du lancement, c'est-à-dire quelques jours après l'annonce du fameux projet Stargate à 500 milliards de dollars, et cette idée qui est souvent connue aux États-Unis, qui est que on va dépasser la compétition en asséchant l'argent. Aujourd'hui, il y a une forme d'effroi parce que moi, pour avoir connu l'informatique comme vous depuis des années, je me rappelle quand on est passé des ordinateurs 8 bits aux 16 bits et que les ordinateurs 8 bits, soudain, ont eu des jeux incroyablement perfectionnés qu'on n'imaginait pas faire. Et en fait, la comparaison est intéressante parce que les puces qu'on a daigné laisser à la Chine sous embargo, non seulement elles ont été utilisées donc, de manière différente, donc il fallait réfléchir un peu plus proche de la machine, mais semble-t-il, si j'ai bien compris, une partie du système maintenant tournerait sur des puces développées par Huawei, qui serait un peu l'équivalent du H100 qui était le truc le plus cool avant que le B200 arrive, qui serait moins rapide, mais qui serait tout à fait capable de faire ce qu'on appelle l'inférence. C'est-à-dire quand on pose des questions sur ChatGPT, il faut des puces. Et donc, en fait, on se retrouve dans une problématique nouvelle, c'est que, on a l'impression que, je disais souvent, il y a le hacker mindset ou le trust fund mindset, c'est-à-dire que l'IA aux États-Unis est devenue la tech des gens qui ont beaucoup trop d'argent, les pieds sous le fauteuil, la cafétéria, un peu, on s'occupe d'eux. Et de l'autre côté, des gens qui ont réappris la frugalité et à être proche de la machine. Et donc, ces deux visions montrent, d'une certaine manière, qu'on a été trop loin dans le gigantisme et que, effectivement, là, je crois qu'il y a 4 équipes chez Meta, dont 2 qui essayent de faire un reverse engineering de tout ce qui va se faire pour comprendre les coupes de coûts. Mais c'est à la fois une opportunité. Moi, j'ai dit que pour un pays comme la France, qui n'a pas les moyens de mettre 500 milliards, si on peut faire à 3 à 5% du coût, hein, c'est ce qui est annoncé. Alors après, est-ce que c'est la vérité ou pas? Mais même à la moitié du coût, c'est déjà un game changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, diviser les coûts par 2, ça veut dire que finalement, les big tech ont été victimes d'un problème qui est récurrent dans le monde de la tech, c'est que l'argent est trop facile à obtenir. C'est d'ailleurs ce qui a fait qu'Amazon, pendant des années, a tué tous ses compétiteurs parce qu'il suffisait de dire quelque chose, le cours de la bourse augmentait et avec le surplus d'augmentation, ils rachetaient Whole Foods et plein d'entreprises, évidemment, qui les ont construites. Et donc là, en fait, il y a une bataille sur la question du financement, mais ça veut dire aussi qu'il y a une opportunité pour des pays comme la France de se dire, finalement, maintenant, à peut-être 500 millions, 1 milliard, on peut construire un produit state of the art,
Ça pose évidemment une question vis-à-vis de Mistral, parce on imaginait que Mistral allait être cette société. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais c'est aussi une très bonne nouvelle pour le monde de la tech aux États-Unis, parce que c'est souvent, et c'est ce qui m'a toujours fasciné dans la Silicon Valley, on est très pragmatique. Si on pense qu'on peut faire la même chose qu'avant à 1/10 du prix, cela veut donc dire que possiblement ces services que l'on pensait structurellement déficitaires, hein, c'est le problème d'OpenAI, de Claude, Google ne publie pas vraiment leurs chiffres, mais on peut imaginer que Google, Microsoft et les autres, en fait, dépensent plus qu'ils ne touchent. Et que pour l'instant, c'était surtout compensé par la hausse de valorisation de, de leur, de leur, de leur titre. Là, en fait, on peut rendre peut-être, grâce à ces techniques, si elles sont mises en œuvre, l'IA générative rentable. Et ça, pour moi, c'est un vrai séisme. Ça veut dire que soudain, une entreprise comme OpenAI, qui, comme vous le savez, n'a pas ses propres puces, est obligée de faire un partenariat avec Microsoft, qui maintenant a fait un partenariat avec Oracle, avec SoftBank, pour se dire, SoftBank était déjà d'ailleurs un investisseur de OpenAI. On va avoir un autre endroit où on peut faire des choses. Maintenant, on peut se dire, si le prix est suffisamment restreint, peut-être que les coûts colossaux que j'ai d'entraînement et d'usage, si ces coûts baissent dans un ratio de 1 à 10, à partir de là, je peux m'envisager comme une entreprise indépendante et peut-être avoir 10 fois moins de dépendance à un Microsoft. Ça va changer évidemment plein de choses. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, il y a un branle-bas de combat. Je crois qu'il n'y a pas une personne qui se pose la question. Évidemment, NVIDIA est challengé, mais je pense aussi que ce que ça veut dire, c'est que c'est aussi très bon pour le climat, parce que si on est capable de faire aussi bien avec moins de ressources, ça enlève un problème qui était un problème fondamental au-delà du climat, qui est évidemment pour nous un problème essentiel. Mais aux États-Unis, on dit souvent que l'IA est en fait une technologie du 21e siècle qui s'appuie sur une infrastructure du 19e siècle, à savoir la grille électrique américaine qui n'a pas été du tout mise à jour et qui en fait souvent la risée, parce que vous avez vu, au Texas, il y avait des coupures de courant pendant plein hiver. Enfin, c'est un système un peu bizarre. Et donc, effectivement, là, ça veut dire qu'on reviendrait peut-être à des choses intéressantes. Mais ce qui se passe d'un point de vue de l'informatique et de la technologie, c'est un phénomène nouveau, hein. Je me rappelle que les années 90, pour monter une startup, il fallait acheter un serveur Sun avec une base de données Oracle, et ça coûtait 1 million. Et donc, pour financer une startup, c'était minimum le prix de la base de données. Et une petite société qui s'appelait Google a dit, on va prendre des grappes de serveurs Linux à 1 000 $, on va les assembler et on va se construire notre propre ordinateur, et on complètement changé la dynamique. Et soudain, on pouvait investir dans des gens. Et après, évidemment, avec le cloud, la question ne se posait même plus, puisque vous pouvez commencer avec 80 $ de crédit et tendre. Donc là, je pense qu'on a ce moment qui arrive. Et d'un point de vue géopolitique, c'est ça qui est très intéressant. C'est que effectivement, la Chine a été mise sous embargo. Et on pensait que les embargos marchent. Et il y a eu plusieurs économistes qui ont montré qu'en général, les embargos favorisent l'innovation interne. Quand il y a eu des embargos sur les armes et sur le pétrole en Iran, en fait, on a découvert que les Iraniens étaient capables de fabriquer des drones redoutables, les fameux Shahid, avec des technologies très sommaires, puisque c'est des technologies de motocyclettes et des choses très malines qui ont en fait été remarquablement bien pensées. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ça pose une question évidemment vis-à-vis de l'Europe, qui a pour la première fois, je pense, son mot à dire, dans la mesure où elle se retrouvait entre deux superpuissances qui foncent à toute vitesse. Et je rappellerai à peine les propos de Palantir, du patron de Palantir, qui disait juste encore un mois précédemment que AI is an American revolution, donc une révolution américaine. Aujourd'hui, c'est une révolution mondiale, et ce qui est intéressant, c'est que l'ingéniosité revient au premier plan, et ça pose aussi un problème vis-à-vis de la vision française qui est très élitiste. En gros, si vous n'avez pas travaillé chez Google ou chez Facebook, Meta, si vous n'avez pas fait Polytechnique ou l'école normale sup,
si vous n'êtes pas un mathématicien ou un chercheur de très haut niveau, vous ne pouvez pas, en fait, prétendre. Or, les ingénieurs de la société de DeepSeek, ils n'ont fait ni Meta, ni Google, ni Polytechnique, tout ça, et ils ont quand même réussi à sortir des choses. Et donc, on revient à cette idée qui, moi, me fascine, c'est que la technologie et l'informatique appartient aussi aux bidouilleurs et que c'est souvent eux qui font avancer les choses. C'est pour ça que ça marche. Et en même temps, ce bouleversement technologique dans le monde de l'IA, ça bouscule aussi les colonnes du temple du modèle économique qui a été développé depuis 2 ans et demi, où c'était toujours à coût de milliards qu'on voyait investir les géants, et c'était une ligue privée, hein. Il y avait quelques joueurs qui pouvaient se permettre ça. Aujourd'hui, quand on voit un outil comme DeepSeek qui aurait été développé au coût de 6 millions, ça veut dire que tous ces gens-là doivent revoir leurs calculs. Vous faisiez allusion aux 500 milliards annoncés par Donald Trump. Il va fondre comme neige au soleil. Disons qu'il y a eu des questionnements. Il y a un VC, je crois, Khan, qui était chez Sequoia, qui avait écrit un article qui s'appelait The 600 Billion Bubble, en point d'interrogation, en se posant la question. En fait, dans l'IA, on s'est retrouvé dans une logique qui est finalement assez intéressante, c'est qu'on a ce qu'on appelle les scaling law, les law of scale. Donc l'idée que, et c'est une réalité, c'est qu'à un moment donné, plus on a de données, plus on a de capacité de calcul, plus ça marche. On ne sait pas exactement pourquoi, mais ça marche. GPT-3 est devenu meilleur que GPT-3,5, qui est devenu le fameux ChatGPT, que 4, que 4o. Mais là, on se rend compte qu'en fait, on atteint en fait la limite des systèmes classiques. On est rentré dans des systèmes où on va passer un peu plus de temps à réfléchir à les opportunités, ce qu'on appelle les fameuses chain of thought. Et que là, en fait, il y a à la fois une question logique, c'est-à-dire imaginer comment on fait ce système qui va chercher de multiples possibilités. Et ensuite, il y a l'aspect pratique, c'est-à-dire à partir des cartes, des fameux GPU qui sont en fait des cartes graphiques d'ordinateurs, glorified graphic cards, comme on dit. Si on va au niveau de l'optimisation, de la mémoire, des choses comme ça, si on rentre dans le vif du sujet, à partir de là, on se rend compte qu'il y a d'énormes opportunités d'optimisation. Le problème, c'est que les États-Unis, en ce moment, sont dans une logique qui est finalement assez éloignée, à mon avis, de la vision initiale de la Silicon Valley, qui était qu'à tout moment, il y a des moments où il faut aller très vite, donc c'est ça. Mais à chaque fois, on remet en compte l'optimisation et on regarde si on n'est pas un peu en train de s'il ne faut pas couper du gras. Or là, on a la combinaison de deux choses. C'est une bataille entre les big tech qui investissent et qui disent « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je sais que si je ne le fais pas, mon stock va baisser. Donc, j'investis et l'autre investit. Et à la fin, je crois que les big tech ont investi quasiment 250 milliards en infrastructure. Alors, les fabricants comme Schneider Electric, les gens qui font le béton, qui font l'acier, qui font les alimentations. Je crois qu'il n'y a plus un groupe électrogène disponible aux États-Unis, disait quelqu'un, à cause de cette folie des data centers. Effectivement, pendant qu'on va très vite, on oublie la question de l'optimisation. De la même manière, on pourrait faire le parallèle avec les réseaux sociaux. On a voulu aller très vite dans tous les pays et on a oublié en fait les questions de modération, de culture, de façon de faire. Et on a créé plein de problèmes qu'on continue d'ailleurs d'avoir. Parce que cette idée de move fast and break things, aujourd'hui, on pourrait la traduire par move fast and spend as much as possible. Et en fait, ce que le moment DeepSeek a mis un cran d'arrêt, et les investisseurs qui sont évidemment très près de leurs sous et qui savent calculer souvent plus vite que les fondateurs, regardent leur carnet de chèques, se disent aujourd'hui, si l'argent que j'ai mis à cette valo avec cette idée qu'on allait on avait besoin de beaucoup d'argent, en fait, ce modèle est caduque, ça veut peut-être dire que la plupart des entreprises dans lesquelles j'ai investi trop cher. Et donc, il va y avoir, à mon avis, en coulisses, ou pas d'ailleurs, on verra l'actualité, d'énormes discussions et négociations. Mais pour des acteurs comme OpenAI et Claude, c'est un avantage, à mon avis, pour l'instant, pour eux, parce qu'eux n'ont pas de committing sur le matériel. Eux, ils travaillent sur le logiciel. Sauf qu'ils vont donc se dire comment on fait pour que ça coûte moins cher. Et donc,
Mais par contre, effectivement, Google avec Gemini, Microsoft et je crois que Amazon a aussi son propre modèle de langage, il en a plusieurs, vont devoir se poser la question. Et puis moi, je suis quasiment sûr, par contre, puisqu'on n'a pas parlé de Musk, parce que c'est aussi pour lui une énorme claque, puisque lui a dit, moi, je vais faire un super machin et je vais acheter des millions de puces. D'ailleurs, j'ai levé de l'argent, 50 millions, 75 millions, on ne sait plus exactement, pour faire tout ça. Et en fait, il aurait pu le faire pour le 10e du prix. Mais par contre, comme c'est un malin, je suis sûr que de la même manière qu'il avait mis le générateur d'images Black Forest pour faire Grok en disant c'est nous, mais en fait, c'est pas eux, c'est une boîte allemande, les anciennes Stability qui ont fait la fameuse interface de génération de photos extraordinaire, compétitive avec Midjourney, il va sûrement installer DeepSeek, lui qui de toute façon a de bonnes relations avec la Chine, et il va dire ben, Grok 3, en fait, c'est DeepSeek R1 avec. Et d'une certaine manière, si j'étais des gens comme Mistral ou autre et que je réfléchirais pas j'essaierais de mettre mon ego de côté et de me dire, faut que je fonce et qu'on utilise ce qui existe. Eric Krim, merci d'avoir partagé vos réflexions sur Merci beaucoup. DeepSeek. J'invite les gens à aller faire un tour du côté de cybernetica.fr. C'est là, entre autres, qu'on trouve votre infolettre. Et merci d'avoir pris du temps pour répondre à ma question. Et puis, je vous dis à bientôt. C'est un grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Un nouveau livre sur l'IA et comment elle va changer notre monde va bientôt sortir aux éditions Heliopol. Alors, je vous propose de rencontrer la co-auteure du livre La Révolution IA qu'elle a écrit avec Arnaud Contival. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il est très concret dans les enjeux qui nous concernent et qui concernent la société et les gouvernements dans un contexte où on est vraiment au début d'une grande courbe d'adoption de l'IA dans nos vies. Vie personnelle, mais aussi vie professionnelle. Et je suis très heureux d'accueillir mon invité parce que c'est une docteure en mathématiques appliquées qui enseigne à Paris 10 et qui est toujours de ces chercheurs qui poussent la recherche plus loin. Eh bien, dans la vie, elle se promène aussi entre l'Europe et l'Amérique pour assister à la mise en place de systèmes complexes basés sur l'IA dans différents secteurs qui vont des finances jusqu'à la santé. Bref, elle est au cœur de la révolution de l'IA et maîtrise le cycle complet, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la mise à l'échelle de grands projets d'intelligence artificielle. Alina Krasnobrytsa, bonjour. Bonjour, Bruno. Première question. Votre livre commence avec un parallèle que je trouve intéressant entre la révolution de l'IA et une éruption volcanique. Comment vous êtes arrivé avec cette image-là? On trouve que c'est pareil pour deux raisons. Première, parce que c'est incontrôlable, ça arrive, les bouchons les fermés. Donc, il y a les événements qui arrivent, qui se cumulent, etc. Et après, paf, bouchon se part et tout le monde est perturbé. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a la lave qui descend, il y a la cendre qui reste. Et les cendres, ça fait la base de nouvelles poussées. Donc, pour le nouveau développement, de nouvelles innovations, etc. Donc, on a beaucoup réfléchi. On a aussi notre éditeur, on a proposé une alternative avec le tsunami, mais comme on écrit à propos de Silicon Valley et San Francisco, on a trouvé que c'est pas une bonne alternative. Voilà, donc on a gardé éruption. Très rapidement, dans le livre, vous faites un peu l'histoire de l'intelligence artificielle. Ça part de Turing et ça va jusqu'à aujourd'hui. Et dans le parcours, et ça, je le vois rarement dans un livre, vous parlez donc dans les années 60, quand il y a un chercheur qui a développé ce qu'était le premier agent conversationnel, Elisa. Elisa, ça, exactement. Ouais, pourquoi c'était important pour vous de l'intégrer dans l'histoire? Parce que c'est le concept, comme vous dites, qui est souvent pas très évoqué, mais qui demande bien que les humains, ils ont la tendance de humaniser les machines. Donc, c'est le concept. Ce test, il était fait par un chercheur qui a écrit un script sur plusieurs scénarios. Et un des marchés le plus, c'est celle de psychanalyse. Donc, elle était très simple à l'époque, en 1960. C'est que quand ma machine a reconnu un mot, par exemple, triste, la machine, elle a produisé une phrase en disant que vous êtes triste, expliquez-moi pourquoi. Et c'est vrai elle faisait que, de l'écoute active.
Exactement. Ouais. Et nous, les humains, ils ont la tendance de mettre les émotions et l'humanité dans la machine. Sauf que la machine, c'est un algorithme et qu'il ne réfléchit pas, il n'a pas des émotions, il n'a pas l'amour, etc. Et c'est l'effet qui peut-être était pas très connu et pas très évoqué parce qu'on n'avait pas le chat GPT, parce que l'IA, elle était réservée plus aux professionnels dans Mhm. les cas des entreprises, etc. Mais aujourd'hui, comme tout le monde a accès à chat GPT, on voit déjà les cas où les gens tombent amoureux d'un chat. Il y a le film Her qui remonte très bien ce problème. Et je pense qu'au futur, on va avoir plus en plus ce problème de relation entre l'humain et les machines. Donc, je trouve que c'est un peu flippant et dangereux. Et tout le monde doit être au courant que Ouais. c'est pas nouveau. Ça existe depuis des années et on doit juste travailler sur ça. Je pense que c'est dans le premier chapitre, vous avez fait un graphique, une courbe, où on voit l'adoption. Vous en avez un sur la courbe d'adoption de ChatGPT, on voit comment ça a été rapidement. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'est que vous faites une prévision, mais basée sur des études, où on voit une courbe importante progresser quant à Ouais. l'adoption de l'IA. Et là, c'est vraiment, vous parliez d'un volcan, là, c'est vraiment ça. Là. On voit à partir de 2024, 2025, et là, ça part vers 2030. Selon toutes vos discussions avec les chercheurs, vos études à vous, votre expérience à vous, vous voyez vraiment partir l'IA de façon importante et d'être présente partout dans nos vies. Moi, franchement, oui. Donc, comment on a produit cette courbe? Cette courbe, il se base sur les vraies données. Il se base sur la technique qui est utilisée pour prédire une innovation. Donc, on dit que l'innovation, il y a les cycles. D'abord, c'est souvent les recherches. Mhm. On s'intéresse dans le sujet. Après, il y a l'applicatif. Donc, on voit les brevets qui apparaissent. On voit les startups, les premières applications. Après, on voit les grandes adaptations par les grandes entreprises, par exemple, l'intérêt public, les articles dans les revues, etc. Donc, tout ça, c'est les vraies données que j'ai récupérées de différentes sources. Et après, je les mergées. Et après, j'ai fait une approximation de courbe, juste une petite approximation. Et le meilleur courbe qui allait, c'est exponentielle. Donc, c'est la vraie approximation. Il y a les paramètres. Il y a pas, c'est pas compliqué. C'est pas rocket science, comme on dit. Mais c'est vrai que l'adaptation, elle est exceptionnelle. Et on voit bien le décalage à 2017-2018 avec l'apparition Mhm. de Transformers et à 2022 avec l'apparition de ChatGPT. Là, on commence à récupérer les données de Google Trend qui montrent une large adaptation par les grands publics de cette courbe. Et si on fait approximation et extrapolation de cette courbe au futur, bien sûr, on peut aller jusqu'à l'infini. On peut voir la croissance jusqu'à 1000% selon notre quartier. Est-ce que ce sera comme ça? Est-ce qu'on va aller jusqu'à là-bas? Je sais rien. D'habitude, on a quand même une courbe Ben oui, ça de revient un type peu. S qui va Ouais. s'éclatir et que les relations, il va ralentir. Mais quand ça va arriver, je ne peux pas vous prédire avec cette analyse simpliste. Mais c'est sûr qu'on est en début et on va accélérer. Donc, je pense que je ne vais pas faire la prédiction pour 50 ans, mais pour les prochains 5-10 ans, c'est sûr qu'on est sur la bonne trajectoire. Je veux revenir sur les métiers augmentés, parce que vous parlez de Hmm. ça dans votre livre. Vous décrivez comme l'IA comme évidemment un outil qui va transformer les métiers. On en parle depuis un moment, mais selon vous, quels sont ceux qui seront les plus impactés d'ici 5 ans? Là? On va garder votre marge de 5 ans. Alors, les métiers augmentés, c'est vrai que c'est peut-être les questions douloureuses pour tout le monde. Donc, Mhm. d'abord, je pense qu'il faut mettre clair qu'on va pas remplacer les humains par les machines. Donc, c'est juste pas possible. On va pas, les métiers, ils vont pas disparaître complètement. Ils doivent se réinventer. Et peut-être il y a les dizaines qui vont être vraiment remplacés. Mhm. Mais ce qui est important, c'est intégrer l'intelligence artificielle, l'adapter dans votre parcours, dans votre vie professionnelle, pour devenir un employé augmenté, Ouais. pour être face à cette adoption rapide de technologies qui vient de tous les côtés. Donc ça, c'est inévitable. Après, quels métiers ils seront plus adaptés que les autres? On voit beaucoup avec les métiers de développement, de créatif, de tout ce qui est process de documents comme legal ou les finances, où il faut générer les rapports, les lire vite. Donc, il y a les grandes quantités de textes. Donc, ce métier, ils vont risquer de vite disparaître, pas disparaître complètement, mais ils seront réinventés. Et ce qui va se passer, c'est, on va peut-être retrouver
la partie humaine dans ce métier. Donc, parce que faire copier-coller de Word à Excel, c'est c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent, oui. Donc, on passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, on est très occupé, etc. Mais je pense qu'il faut se poser les questions, c'est quoi vraiment notre métier de juriste ou de RH ou de financier, etc. Donc, je pense qu'il faut être curieux et redéfinir nos métiers. Mais c'est vrai que selon les études qu'on a vues, selon McKinsey, il y a certains métiers qui sont plus augmentés que les autres. Et si on prend par exemple l'exemple de développeur informatique, euh, sur sur l'exemple, enfin sur la géographie de Silicon Valley, on voit que l'emploi essaie de croître depuis quelques années déjà. Donc on ne sait pas exactement à quoi c'est lié. Ils ont trop embauché pendant le Covid, ou Mhm. c'est l'IA, il anticipe, il prévoit les hausses en bourse, etc. Mais c'est vrai que ça arrive déjà et je connais les développeurs qui ont du mal de trouver le travail s'ils n'utilisent pas les outils et s'ils connaissent pas les bibliothèques très rares, par exemple, qui sont Ouais. inconnues au ChatGPT. Mais ce qui est formidable, je trouve, dans ce métier qui se transforme, qu'on arrive de faire les choses beaucoup plus intéressantes et plus vite. Vous voyez, on va vraiment au centre de notre problème. Et maintenant, moi qui j'adore les innovations, les nouvelles choses, on est capable d'innover super rapidement. Donc, on n'a plus besoin de 10 personnes pour créer un produit, un start-up, etc. On peut faire ça enfin, quasiment tout seul maintenant. Ouais. Qu'est-ce que ça change pour une mathématicienne, l'IA? Pour le mathématicien, c'est difficile. Moi, je suis impressionnée parce que, enfin, comme tout le monde, je me souviens à l'apparition de des réseaux de neurones, la première vague, donc Ouais. après AlexNet, c'est commencé à être connu, mais surtout en 2017, en 2018, tout le monde commençait à parler des réseaux de neurones. Moi, j'étais sur l'IA en ce moment, je travaillais sur les mains artificielles, j'ai fait un prototype d'un main robotique dans mon labo, et tout le monde critiquait. On était sur le machine learning, etc. Et je me souviens de mes collègues, ils m'ont dit, mais non, c'est n'importe quoi, mais et aujourd'hui, c'est impressionnant de voir où on est maintenant. Et ça, c'est selon mon expérience très courte. Mhm. Et j'avoue que même moi, je n'arrive pas à suivre parfois cet développement rapide. Donc, c'est lié pas qu'aux mathématiques, mais c'est lié aussi à toutes les infrastructures et tout cet investissement qui va avec. Mais pour le mathématicien, j'étais bluffée pour le outil qui s'appelle Alpha Tensor, développé par Google. Donc, il démontre les algorithmes et enfin, il crée les algorithmes de calcul. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et je me souviens quand j'écrivais ma thèse, je lisais, donc ma force, c'était que je viens de pays de l'Ukraine, donc je parle russe, ukrainien et j'ai l'accès à la littérature qui n'était pas accessible à pays occidentaux. Donc, j'ai utilisé cette capacité de relier cette Mhm. palier informatique qui n'existait pas, qui aujourd'hui, enfin, ça sert plus à rien, on va dire. Enfin, ça va passer beaucoup plus vite et grâce à quoi j'ai fait ma thèse, aujourd'hui, peut-être, ça n'existe plus parce que grâce aux outils, on a accès à toutes les traductions et toutes les livres traduites à toutes les langues. Je vous amène ailleurs dans votre livre. C'est intéressant parce que aujourd'hui, quand on parle de l'IA, en tout cas dans le grand public, dans les médias, on parle beaucoup de l'IA générative. On parle des outils, là, les ChatGPT, Gemini, Oui. Copilot, DeepSeek cette semaine. Mais ce dont on parle moins et qu'on va probablement parler beaucoup, et dans votre livre, vous en parlez, c'est les agents intelligents. Ça va changer Ouais. nos vies aussi. Exactement. Après, il y a beaucoup de gens qui vont dire que les agents, elles existent déjà depuis longtemps. Mhm. C'est vrai, il existait déjà depuis longtemps, mais il était encadré dans les cas d'usage industriel, on va dire. Donc, Ouais. robotique, il s'était construit par les IBM, par les grands groupes pour les tâches très industrielles. Aujourd'hui, on voit l'apparition des agents de programmation, agents de tri de courrier, agents de course. On voit la construction de cet écosystème de différents outils parce que donc les agents, ce sera les logiciels qui utilisent l'IA, qui vont recevoir un prompt, qui va l'analyser, qui va décrypter leurs leurs tâches. Ils vont planifier, ils vont exécuter les tâches.
Donc, ce sera souvent les petits modèles parce que, bon, on va revenir sur ça, mais ce sera les petits modèles de langage qui vont faire ça. Et après, cet agent, il sera ciblé à notre vie personnelle. Donc, c'est l'agent qui va faire nos courses, c'est l'agent qui va réserver nos vacances, c'est les agents qui vont réserver nos restaurants, trouver le meilleur itinéraire. Donc, ce sera que les choses fun finalement et qui vont simplifier notre vie, qui n'existaient pas avant. Donc, eh bien, mais je pense qu'ils s'en fichent un peu de mes courses hebdomadaires. Donc, je pense qu'ils ont d'autres choses. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant et pourquoi mon argument personnel, pourquoi je pense que les agents cette fois-ci, ils vont être adaptés largement, c'est parce que notre usage de Internet, il est changé complètement par rapport à il y a 20 ans. 20 ans, on n'a eu pas GAFAM, on a eu Google, mais bon, c'était les petites boîtes. Aujourd'hui, les revenus de Meta et de Google, ils se basent sur le publicité. Donc, c'est parce que c'est les humains qui vont à l'Internet faire les courses, acheter, regarder. On passe jusqu'à 7 heures en moyenne, on passe 7 heures par jour sur Internet, pas sur nos téléphones, notre écran. C'est fou. Donc, si il y a un agent qui est capable de prendre un part de cet grand morceau de revenus de Meta et Google, ben, les gens ils vont pas se priver de faire un outil. Donc, je pense que c'est cette motivation qui va booster le développement de ces outils. Dans votre livre, on voit bien que vous êtes intéressé, puis vous voyez le positif, puisque ça amène à la civilisation, aux entreprises, au gouvernement, mais vous êtes quand même aussi critique. Et un petit peu plus loin, vers la fin, dans le livre, vous parlez de AI for bad. Et je le dis en anglais parce que c'est comme ça que vous l'utilisez. À quoi vous pensez quand vous pensez à l'IA pour le mal? Honnêtement, il y a, pour moi, par mathématicienne, l'IA, tout d'abord, c'est un outil. D'accord? C'est un modèle. Chaque modèle, GPT, c'est un modèle et il y a ses limites. C'est un outil. C'est un couteau, c'est un outil. Donc, pour moi, quand on parle à propos de bad, et c'est ce qu'on souvent entend en Europe, toute cette menace, etc. D'abord, on ne sait pas exactement à propos quoi on parle, parce qu'il n'y a pas vraiment les risques majeurs qui existent, mais oui, enfin, il y a les risques, mais on ne les sait pas, on ne les pas mesurer, on ne peut pas le mesurer encore, parce qu'il n'y a aucun cadre qui nous permet de mesurer le risque en disant que si, je ne sais pas, on utilise ChatGPT 8 heures par jour, on va oublier comment lire, je ne sais pas, n'importe quoi, ouais. Donc, il n'y a pas de cadrage, mais on peut imaginer ces risques. Et les risques, il y a beaucoup. Bon, bien sûr, il y a les risques de remplacement d'emploi. Il y a les risques de fausses informations. Donc, il y a déjà beaucoup d'informations qui est générées par l'IA, qui circulent sur le web. 5% de Wikipédia aujourd'hui, il est déjà généré par l'IA. Donc, et après, on peut générer les deepfakes au niveau industriel. Donc, on a déjà pu faire les deepfakes, mais avec l'IA, là, on peut faire partout. Et après, malheureusement, enfin, comme vous savez bien, l'IA, enfin, on peut l'utiliser pour les cas militaires, pour les cas racistes, pour les cas discriminatifs, etc. Donc, pour moi, les plus grands dangers, c'est vraiment l'utilisation de ces outils pour les choses inappropriées, pour la guerre, pour reconnaissance, surveillance massive, par exemple, des personnes, les civils, etc. Donc, il y a beaucoup d'alertes qu'on peut imaginer, et notamment tous les créateurs de l'IA, comme Jeff Hinton, qui sont partis de grandes boîtes, de Google, en disant que je vais sacrifier ma vie finale pour vous prévenir que l'IA, c'est quand même dangereux, c'est formidable, mais dangereux. Et moi, je comprends pas pourquoi personne prend ça au sérieux. Franchement, tout le monde investit dans les infrastructures, enfin, je comprends pourquoi, mais ça me choque de point de vue mondial qu'on n'encadre pas ce problème de tel sérieux que ça doit être. Vous, quand vous n'enseignez pas, quand vous ne faites pas de la recherche dans votre laboratoire, vous vous promenez entre l'Europe et les États-Unis pour votre travail. Et je me demandais, de votre œil, quand vous observez l'écosystème, notamment de la Silicon Valley, mais celle aussi de l'Europe, est-ce que vous voyez qu'il y a, dépendamment de où on est, sur quel continent on est, il y a une perception différente de l'intelligence artificielle? Absolument, absolument. Et même avant, j'ai créé naïvement qu'on peut faire l'innovation de n'importe où.
c'est pas tout à fait vrai, je pense. Là-bas, c'est vraiment un hub des idées qui est lié. J'ai créé, donc tout le monde vient du monde entier pour créer quelque chose. Chacun fait 2 ou 3 startups et ils sont dans le monde de task force de faire quelque chose. Donc ils sont en train de chercher l'or, hein, je pense. Ils cherchent l'or comme avant. Comme à l'époque du Far West. Oui, c'est ça. Ils sont dans le même monde là-bas. Donc, ils cherchent l'or et ils ont raison. Ils innovent. C'est des gens formidables. Ils ont une gentillesse énorme. On a interviewé beaucoup de monde pour ce livre et tout le monde, il était très réceptif. Il nous a aidé beaucoup de comprendre cet écosystème, leur motivation, etc. Tout le monde travaille super dur là-bas. J'ai jamais vu une ambiance de travail pour les startups, surtout en ce moment. Tout le monde a envie de créer un startup parce que c'est ça qui va nous amener à l'auteur. Mais il y a une concurrence mais incroyable pour les talents, pour les investissements, pour tout. Les gens, ils donnent tout ce qu'ils ont. Franchement, j'ai vu les moitiés morts, moitié vivants. Il y a 10 événements par jour dans l'IA, partout, dans tous les niveaux. GitHub, Git, JP Morgan, dans tous les boîtes. Ils prêtent ses locaux, ses premises pour que faire les événements. Il invite les professeurs de Stanford, il invite. Mais il n'y a pas que pour l'IA. Il y a aussi le mouvement Stop AI, par exemple. Il y a les professeurs de l'université qui nous disent arrêtez-vous, mettons d'abord le cadre. Qui sont critiques par rapport à l'IA. Ils ont même pas critiqué. Ils disent mais on peut pas rater cette phase encore parce qu'on a raté cette digital. Maintenant, on observe que toutes les jeunes ils sont accros à leur téléphone et on a une génération Z complètement. On ne sait pas ce qui se passe, donc on sait qu'il y avait une grande chose, mais on n'a pas même mesuré. Et là, elle dit faites attention, on va mesurer l'impact de cette technologie sur notre nouveaux enfants qui arrivent parce que c'est quand même grand. Donc ils ont complet. Et quand on arrive en France, en Europe, il y a cette prudence. Il y a l'adoption de AI Act, je pense, qui fait la partie. Il y a les réglementations. Il y a l'envie. Il y a quand même les startups. Il y a les ex-Silicon Valley, ex-GAFAM qui reviennent, qui font leurs startups. Mais il y a quand même pas la même dynamique, on va dire. Et pourtant, ils sont forts. Et pourtant, il y a les talents. Et pourtant, il y a les gens qui se rendent compte. Mais c'est pas encore la même. Je pense que l'Europe, elle doit se réinventer un peu dans le cadre actuel où nous sommes. On est pas mal, pas bien, etc. Mais il faut se réinventer. Et c'est pour ça aussi on a écrit ce livre pour donner ce goût aux entreprises européennes. On a donné cette envie de innover. On a donné expliquer comment ça marche et comment ça peut être. Ça ne veut pas dire qu'il faut copier les Américains. C'est pas possible. On le sait. On a essayé et ça marche pas. Mais il faut leur apprendre. Vous avez répondu à ma question. J'allais vous demander pourquoi vous avez écrit le livre, puis vous venez de le dire. Dernière question. Évidemment, je ne peux pas vous avoir et pas vous poser la question. Cette semaine a été marquée par la découverte par l'Occident de DeepSeek. Ça fait une semaine que c'est en ligne. Vous, quand vous regardez ça, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois, pour moi, c'est d'abord évolution de open source. Donc, pour moi, DeepSeek, c'est pas juste chinois qui a fait un modèle. Non, c'est un modèle open source qui bat la main, qui se prétendre de dire que c'est open source, mais c'est pas tout à fait le open source. Donc, c'est un modèle open source. Donc, DeepSeek, pour moi, c'est un claque à tout ce grand groupe qui pensait que ils ont gagné la bataille. Mais non, ils n'ont pas encore rien gagné parce que il y a l'innovation qui s'arrête pas. Et elle peut venir du monde entier. Donc là, elle vient de Chine. Peut-être prochaine fois, elle va venir de l'Europe, etc. Donc, pour moi, je suis très heureuse que ça arrive parce que open source, c'est toujours mieux que Permissi. C'est donner accès aux académiques, aux startups, à l'innovation. Et c'est précieux pour une chercheur comme vous. Exactement, c'est précieux et c'est beau parce qu'on voit qu'avec l'effort d'ingénieurs, on ne sait pas exactement comment ils ont entraîné, il y a les discussions sur le chip, etc. Mais quand même s'ils ont les chips, même s'ils cachent que les chips, c'est quand même le modèle open source disponible pour tout le monde sur Hugging Face. Vous pouvez aller le télécharger, installer et construire votre produit sur ce modèle sans faire l'IA et vous avez quand même
vous pouvez avancer. Donc, pour moi, c'est que bénéfique. Alina Krasnoblissa, je rappelle que vous êtes co-auteur avec Arnaud Contival du livre La Révolution IA. C'est publié aux éditions Eliopol. Et je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis je vous souhaite un bon succès avec votre livre. Merci beaucoup, Bruno. C'était mon plaisir. Au revoir. L'éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion et la sécurisation des solutions de mobilité pour les entreprises, SOTI, vient de faire une étude sur les habitudes d'achat des Québécois. Et celle-ci révèle que plus de la moitié des Québécois préfèrent magasiner avec leur téléphone. Mais 67% se méfient des liens commerciaux qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, principalement pour des raisons de sécurité et de confidentialité des données. Pour parler de cette enquête, on rejoint Émilien Legnaud, il est directeur des comptes stratégiques chez SOTI. Bonjour Émilien Legnaud. Bonjour, enchanté. Écoutez, avant de parler de l'enquête que vous avez faite concernant les Québécois et leur relation avec l'achat, le web, les réseaux sociaux, moi je voudrais vous demander, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas SOTI. Qu'est-ce que c'est SOTI? Alors, c'est une très bonne question. SOTI, c'est un éditeur de logiciels canadien qui fournit des solutions et des services de mobilité pour les entreprises. Et donc, ça va vous permettre très simplement d'avoir des outils qui vous permettent de gérer toute votre mobilité et d'optimiser les investissements. Donc, éviter les temps d'arrêt de vos terminaux mobiles, rationaliser les opérations et surtout tout sécuriser. Et ce sera sûrement un de nos grands sujets aujourd'hui, la sécurité. Ben oui. En tout cas, c'est du moins, quand on regarde ce que vous avez fait puis ce que vous avez reçu comme réponse des Québécois, la sécurité, c'est un des freins de l'adoption du commerce social. Mais avant d'aller plus loin, quand vous parlez de commerce social, vous définissez ça comment, le commerce social? Alors aujourd'hui, on a plusieurs types de commerce et donc ce qui se fait de plus en plus, c'est un marché qui est en pleine mutation. Donc on fait aujourd'hui de l'omnicanal, c'est-à-dire qu'on a le commerce traditionnel en magasin que tout le monde connaît. On a le commerce en ligne, donc par des sites marchands qui effectivement est devenu aussi dans les mœurs. Les Amazon et compagnie. Et exactement, pour ne pas les citer. Non, c'est moi qui les nomme, c'est pas vous. ou tous les sites de grandes marques, d'accord. Et on a aujourd'hui des réseaux sociaux qui font partie de notre vie et qui font même part des élections et de la politique de plus en plus. Eh bien, par ces réseaux sociaux, on va avoir aujourd'hui des canaux qui font que quand vous allez faire défiler votre page, vous allez avoir des produits et ces produits-là, ils vont directement vous emmener vers des liens d'achat. Ce qu'on pourrait appeler des pubs, dans le fond. Alors, c'est des pubs ou des pubs déguisées, ouais. Alors voilà, c'est des pubs qui sont déguisées, mais en plus, là où c'est intéressant, c'est qu'elles sont extrêmement ciblées grâce à la technologie des réseaux sociaux et à de l'intelligence artificielle. Et donc, non seulement vous allez avoir une pub, mais ce ne sera pas la même que vous pouvez avoir sur votre téléviseur. Ce sera une pub qui, là, correspondra à vos habitudes, donc par rapport à vos historiques, par rapport à la personne que vous êtes et à vos données qui ont été collectées. Et surtout, cette publicité sera interactive, puisque du bout de votre doigt, vous allez pouvoir directement aller vers un panier qui vous permettra de l'acheter. Donc sur ça, un chiffre qui est intéressant, c'est que 54% des consommateurs québécois considèrent que le mobile, donc le smartphone, est aujourd'hui le meilleur moyen de faire du shopping. D'accord ? Donc on a déjà plus de 1 Québécois sur 2 qui dit que c'est le meilleur moyen pour lui justement d'acheter des choses. Et donc par les réseaux sociaux, par tous les avènements des nouvelles technologies, donc notamment l'IA, tous les procédés, je dirais, de fidélisation et de personnalisation, eh bien, on se retrouve avec un commerce qui est plus qu'à notre porte, puisqu'il est dans nos mains, dans notre poche, dans notre vie de tous les jours, et qui s'adapte à nous. C'est le commerce intrusif. Mais là, ce qui est intéressant dans votre enquête, c'est que oui, vous avez vu qu'il y a beaucoup de Québécois, plus qu'un sur 2, qui maintenant utilisent son téléphone pour faire du magasinage. Sauf que quand vient le temps de parler des réseaux sociaux, c'est là où le bas blesse parce qu'il y a des gens qui ont encore une crainte par rapport à la publicité ou aux vidéos qui encouragent un produit plutôt qu'un autre. Et effectivement, et là, alors je vais vous citer aussi un chiffre, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on a 67% des consommateurs québécois qui ressentent un malaise à l'idée de suivre justement ce lien dont on parlait, qui fait la relation entre un post ou une courte vidéo qui va présenter un produit et l'acte d'achat derrière qui va mener vers une plateforme d'achat ou un panier. D'accord ? Donc, ça s'explique
par plusieurs choses, hein. Je veux dire, aujourd'hui, on a notamment un premier aspect qui est un aspect de sécurité. Vous le savez, notamment en Europe, on met des politiques en place, hein, la RGPD, pour la protection des données. Aujourd'hui, d'un niveau mondial, et donc on sent que la population québécoise, elle est très concernée, eh bien, on veut savoir aujourd'hui, quand moi, Emilien, je me lève le matin, je veux savoir ce qu'on fait de mes données. Et donc, je vais être de plus en plus vigilant à où est-ce que je vais rentrer mes données, à qui je vais les donner et ensuite à qui elles vont être partagées. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un réseau social, on va déjà venir donner une partie de ces données pour s'inscrire. Mais ensuite, derrière, sur ces publicités ciblées, on va avoir obligatoirement un formulaire qui intervient à un moment, où donc on va donner notre adresse. On va donner potentiellement des informations sur nos mensurations. Suivant les produits, on peut donner des informations sur nos conditions de santé. Ensuite, on va aller, si on continue dans ce panier d'achat, on va aller sur quelque chose d'encore plus sensible. C'est la partie transactionnelle, c'est-à-dire que l'article, il va faire le payer. Et donc, pour ça, on va engager quelque chose qui a toujours été très sensible pour l'humain, c'est la partie coordonnées bancaires. D'accord? Puisque un sourire aujourd'hui, malheureusement, ne permet pas de payer des articles. Pas encore. Pas encore, dis-moi. Pas encore. Et donc, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une défiance sur le fait, déjà, globalement, de saisir ses coordonnées bancaires. Mais surtout, par rapport aux médias sociaux, eh bien, on s'aperçoit que les tunnels transactionnels, on vient mettre en opposition le fait que les gens, ils veulent de la simplicité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que veulent les consommateurs? Ils veulent avoir une image, ils cliquent dessus, le produit arrive chez eux. Mais à l'inverse, dans ce processus d'achat, eh bien, ils veulent que leurs informations soient le moins divulguées possible et le plus sécurisées possible. Donc, idéalement, ne pas quitter la plateforme. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai challenge dont on pourra parler, puisqu'on voit aujourd'hui que les consommateurs, et encore plus les consommateurs québécois qui ont de la méfiance, eh bien, ils vont plus faire confiance à une grande enseigne qu'à une petite enseigne pour justement toute cette partie sécurisation et la mise en place de tous les flux de sécurisation. Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur ça. Mais malgré ces craintes-là, les répondants à votre étude, ils trouvent des avantages au commerce social. Et c'est ça qui est intéressant. Ils trouvent des avantages et je peux vous dire que plus de 70%, je ne vais pas vous dire le chiffre exact, mais plus de 70% des consommateurs qui ont répondu à l'étude, consommateurs québécois, ont commandé dans les 6 derniers mois. Ils se sont fait livrer chez eux. Donc, ils ont commandé sur du online. Donc là, sur cette question, on ne précise pas si c'est du média social, réseaux sociaux de base ou pas. Mais quand on couple ça au fait que plus d'1 sur 2 considère que le mobile est maintenant l'indispensable et l'outil principal, on sait qu'on a une forte évolution, une forte mutation vers ça. Donc aujourd'hui, oui, ça paraît comme incontournable, surtout dans un marché en pleine mutation où les marques et les magasins sont obligés de se réinventer pour survivre. Mais qu'est-ce que vous dites aux détaillants? Comment ils peuvent renforcer la confiance dans cette expérience-là? Parce que de plus en plus de détaillants de commerce utilisent le commerce social. Alors, il y a plusieurs grands piliers. Si j'ai des conseils à donner aujourd'hui, il y a plusieurs grands piliers. Allez-y, s'il vous plaît. Le premier, qui est presque le plus facile, c'est la communication. Et aujourd'hui, on l'a tous vécu. Je pense que ça nous est tous arrivé de commander quelque chose, que ce soit sur un site internet ou par un lien social. Et une fois que c'est commandé, on a payé. On a au mieux un email nous disant merci de votre commande. Et après, c'est la grande attente. La solitude, vous savez, comme ce mème sur Internet où on voit Pablo Escobar faire de la balançoire, qui regarde, voilà, la grande attente qu'un jour peut-être le colis arrive. Aujourd'hui, il y a. Mais il y a des moments d'angoisse quand même. Ah non, mais et je dirais que c'est justifié parce que non, mais c'est très très compliqué. Et aujourd'hui, déjà, on a 35% des Québécois qui ont répondu, qui disent que la livraison est trop longue. Et on en a en plus de ça 1 sur 5 qui nous disent qu'ils n'ont pas eu ou très peu de communication entre le moment où la commande est validée et le moment où ça va arriver chez eux. Donc, il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, il y a des enseignes, des détaillants qui restent un petit peu dans l'ancien monde, d'accord, qui considèrent qu'à partir du moment où le travail est fait, c'est le principal. Et il y a des gens, tout simplement, qui n'ont pas les outils aujourd'hui pour permettre cette transparence. Et c'est mon deuxième pilier sur lequel donc, ça, la transparence, c'est entre la transaction et la livraison à la porte.
Il y a comme un Exactement. long moment où il n'y a aucun signal de vie. Exactement. La transparence, elle commence même avant parce qu'elle commence au moment où on est dans le tunnel d'achat par dire comment on protège nos données. Et donc, notamment sur les différents tunnels certifiés par lesquels on va passer. Et ensuite, la transparence dans la communication, eh bien, elle est comme certains grands faiseurs qui aujourd'hui vous disent, eh bien, votre produit vient de quitter tel entrepôt. Il a été confié à tel transporteur. On a un lien. Votre produit est arrivé à tel endroit. Il va maintenant être retraité. Eh bien, aujourd'hui, pour ça, il faut des outils. Et notamment des outils de management des terminaux mobiles, de management des imprimantes, notamment les imprimantes à code barre. Et il faut avoir une gestion de toute la chaîne pour pouvoir fournir ça à nos clients. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les clients, non seulement ils sont friands de ça, mais c'est un passage obligatoire pour la réassurance. Et c'est ce qui fera, déjà, c'est le premier pilier, qui fera les gagnants et les perdants de demain. Vous avez le temps pour m'envoyer un deuxième pilier? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vous l'ai déjà envoyé en plus, on triche un petit peu, puisqu'il y a donc cette transparence dont on a parlé. Et la transparence aujourd'hui, elle va être vraiment au cœur de tout. Avec voilà, les nouveautés, on en parlait, avec ce qui se passe un petit peu de manière politique, certains réseaux sociaux qui sont un petit peu chahutés. Dans certaines parties du monde, notamment en Europe, les règles sur les protections de données qui prennent de l'ampleur. On a une conscience collective et donc aujourd'hui, que ce soit dans la manière dont on traite nos données ou la manière après dont on va traiter notre produit, et éventuellement dont on nous traite, nous, en tant que clients, il va falloir encore progresser. Donc, je vais vous donner un troisième pilier, vu que le deuxième, c'était tricher, c'est la fidélisation. D'accord? La fidélité. La fidélité, ça existe comme l'air du temps. Moi, mes parents et mes grands-parents étaient boulangers. D'accord? Donc, voilà, je sais, c'est typiquement français. C'est quelque chose où on fidélise ses clients. D'accord? Aujourd'hui, fidéliser, ça ne veut plus dire la même chose qu'avant, puisque avec des outils de suivi de chaîne, comme on en a parlé, donc de gestion des terminaux, et couplé à des outils d'intelligence artificielle, on va pouvoir savoir, moi, Emilien, ce que j'achète. Donc, par exemple, on va pouvoir faire des rappels sur l'historique. Je vais vous donner un autre exemple qui concerne ma vie. J'ai 2 enfants en bas âge. Eh bien, si toutes les 3 semaines, j'achète un pack de lait, d'accord, du lait en poudre, et que là, au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines, je n'ai pas passé cette commande, qui est une commande récurrente, eh bien, je peux recevoir un email Que se me disant, passe-t-il avec vos enfants? cher Emilien, j'espère que vos enfants vont bien. Ouais. Avez-vous pensé à leur commander ce qu'il faut? Et donc, on va venir avoir déjà cette recherche des clients. C'est quelque part non pas penser pour eux, mais être un facilitateur sur des choses qui sont récurrentes. Ensuite, on va avoir ce côté facilitateur dans la fidélité sur me parler des produits que j'aime. Alors, me parler des produits que j'aime, vous me direz, c'est facile. Eh bien, ça dépend jusqu'à où on va. Je vais vous prendre un exemple dans le textile. Aujourd'hui, quel que soit le type de vêtements qu'on aime, par exemple, je mets beaucoup de chemises. Eh bien, suivant les chemises que j'ai achetées, avec les tailles que j'ai achetées, l'intelligence artificielle va pouvoir aider à me dire, eh bien, si cette chemise vous plaît, il faudra prendre telle taille parce que la coupe est différente. Voyez? Et donc aujourd'hui, la fidélité, c'est pas forcément recevoir un bon, on va y venir, mais disant voilà, j'ai tel produit qui m'arrange ça m'arrange que vous l'achetiez, monsieur le client, voici un bon pour. La fidélité aujourd'hui, ça va plutôt dire, monsieur le client, je vois votre morphologie, je vois vos habitudes de consommation, eh bien ce produit dans cette configuration va vous plaire. Et donc, j'ai une fois de plus été un petit peu en avance, lui dire en plus, vous avez 5% dessus, monsieur le client, parce que ça m'intéresse. Et ça, c'est beaucoup dans la valeur ajoutée qu'on donne à l'expérience client, ça. Exactement. Et c'est ce qui va être le différentiel entre ma boutique et celle du voisin. Exactement. Et ça s'inscrit parfaitement plus que jamais avec les médias sociaux, puisqu'on part d'une approche personnelle où on vient vraiment intégrer la sphère personnelle et donc on cherche de la personnalisation. Et aujourd'hui, dans l'étude, on le voit, les consommateurs sont favorables à l'inclusion d'outils technologiques qui aident à la personnalisation et à la fidélité. À savoir qui je suis, parce que je vous fais confiance, j'achète vos produits, je vous autorise à savoir qui je suis et donc à mieux me conseiller. Ben, je vous remercie de me faire confiance. Mais Emilien, les gens, parce qu'on n'aura pas le temps de passer à travers toute l'étude, parce qu'elle est vraiment, il y a beaucoup de matériel. Elle est conséquente. Ben oui. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens pourraient mettre la main sur cette enquête-là pour en apprendre sur les consommateurs québécois, mais aussi voir les bonnes pratiques? Alors bien sûr, sur le site internet de SOTI, l'étude est disponible.
Et donc, je pense que ce serait très intéressant, voilà, pour les gens qui nous écoutent, qui souhaitent avoir des informations de la LIA. Elle s'appelle le commerce social en action. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, sur cette étude, on donne un avis mondial et un avis par zone géographique. Et donc, ça permet aussi de voir l'évolution des tendances et l'adoption de ces tendances-là, avec les différents marchés, les différentes régulations. Et ça Donc, permet je vous invite à aller la consulter. Et ça Exactement, de se comparer. De comparer pour voir qu'on fait pas si pire que les autres. Moi, je vais mettre un hyperlien dans le descriptif de cette entrevue-là pour faciliter la recherche des gens. Émilien Legnaud, vous êtes directeur des comptes stratégiques chez Soti. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était une agréable conversation. Eh ben, merci, c'était un plaisir. Et puis, écoutez, peut-être à bientôt, Bruno. Je vous dis à une prochaine. Au revoir. Au revoir. Les Canadian Games Awards qui célèbrent l'industrie du jeu vidéo au Canada reviennent en présentiel pour la toute première fois depuis leur création en 2020. L'événement se tiendra le 15 février à Toronto et pour nous en parler, on rejoint le producteur exécutif de cette grande célébration. Vous le connaissez comme chroniqueur techno, comme chroniqueur de jeux vidéo, mais il est aussi le grand organisateur de cet événement. Bonjour Carl-Édouard Michel. Bonjour Bruno, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation et de passer comme ça dans mon carnet. Carl-Édouard, dans 2 semaines à Toronto, gros événement avec la Canadian Game Awards. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas l'événement? Oui, en fait, les Canadian Game Awards ou les prix du jeu canadien, c'est vraiment une belle initiative qui a démarré déjà il y a 5 ans, en 2020. Et c'est notre première édition vraiment en personne. Donc, on va être au TIFF Lightbox, qui est un très bel endroit à Toronto qui est très connu. C'est là une belle adresse. Une belle adresse, exactement. C'est là où il y a le Festival des films de Toronto. Et on a d'ailleurs un partenariat qu'on a annoncé avec le TIFF. Donc, on va être pendant quelques années au Lightbox, qui est ce bel endroit où on va célébrer l'industrie. Donc, on a bien hâte. Ça se passe le 15 février, évidemment, dans 2 semaines, et un samedi. Et il y a plein d'activités, plein de choses qui vont entourer ce gala-là. Donc, en fait, c'est vraiment pour célébrer l'industrie du jeu vidéo au Canada. On sait que l'industrie du jeu vidéo au Canada, c'est la 3e plus grande industrie de jeux au monde, des créateurs, en fait, de jeux vidéo au monde. On a des beaux studios, on sait, au Québec, à Montréal, de très, très beaux studios, très connus. Mais c'est vrai ailleurs au pays. C'est vrai ailleurs, c'est vrai dans l'Ouest canadien, à Edmonton, Calgary, à Vancouver, en Ontario évidemment. Donc, il y en a de petits et des gros studios à travers le pays. Donc, notre objectif, c'est vraiment de célébrer cette belle industrie-là. Mais ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que vous célébrez l'industrie, mais pas qu'avec les professionnels, les artisans. Le public est là aussi parce que tu le disais, il va y avoir plein d'événements, notamment, il y a comme une exposition où les amateurs vont pouvoir aller faire leur tour. Exactement, Bruno. Merci d'en parler parce que oui, effectivement, ça va être une occasion de célébrer ça avec les fans, avec le grand public qui va pouvoir venir au gala, mais aussi on a ce qu'on appelle le Hey Game Expo, qui est une nouvelle exposition où on va présenter des jeux vidéo, des studios indépendants, mais aussi des plus gros studios qui vont présenter leurs jeux. Les jeux vont être jouables, donc on va pouvoir les essayer. Et l'objectif là-dedans, c'est de faire découvrir ces studios-là aux joueurs, au grand public, qui souvent ne sont pas au courant que de très, très bons jeux créés ici au Canada. Les gens pensent que c'est des jeux qui sont créés soit au Japon ou aux États-Unis, mais c'est des jeux qui sont créés ici au Canada. Donc, l'objectif, c'est de les mettre en lumière, si on veut. Ça va être ce qu'on va faire. Donc, des activités dès le samedi, dès 10h le matin, l'exposition va être ouverte. Les gens vont pouvoir venir jouer à ces jeux-là. Et en après-midi, ou en début de soirée, un beau petit cocktail avant, évidemment, le début du gala qui va commencer à 20h. C'est vraiment le cas de le dire. Si on veut croiser des stars du jeu vidéo, c'est là qu'il va falloir être le 15 février.
Pour un producteur d'un événement comme ça, tu le disais, hein, sa première année où vous êtes en présentiel là, ou en direct, en vrai, là, sur une scène, c'est quoi le défi pour toi d'adapter la formule qui était disponible en ligne, mais maintenant de le faire vivre sur une scène avec du public comme ça? Oui, ben c'est évidemment depuis 2020, à cause de la pandémie, le gala avait été préenregistré. Donc, c'était vraiment un gala en studio préenregistré. Il n'y avait pas de public, c'était vraiment juste les animateurs, etc. Et là, évidemment, ben, c'est c'est une autre paire de manches, comme on dit, avec du public, le public qui va être en présentiel. C'est des fans, c'est des gens qui en mangent du jeu. Là. Exactement, tous les fans qui vont venir, mais aussi avoir les stars, hein, les créateurs de jeux vidéo, les acteurs qui jouent dans ces jeux vidéo-là. Donc, de les recevoir, on va avoir un beau tapis rouge, tout ça. Donc, ça va être bien de célébrer tout ça et évidemment, c'est tout un événement à préparer. Donc, il y a beaucoup de logistique et tout ça. Et on est très content. On a même une belle équipe. En fait, les gens du TIFF qui font en fait la diffusion du Festival du film de Toronto, qui travaillent avec nous pour la création de cet événement-là. Donc, on a vraiment une équipe hors pair pour pouvoir créer quelque chose top-notch, là, si on veut, là, pour l'industrie. Carl Edwin, je m'adresse aux gamers en toi, qui parlent de jeux depuis longtemps. Comment c'est de se retrouver à la tête de cet événement-là? Écoute, Bruno, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu faire ma marque dans le monde du jeu vidéo. Comme tu sais, je couvre l'industrie du jeu vidéo depuis plusieurs années. J'ai beaucoup de contacts, des gens que je connais, que je côtoie dans l'industrie du jeu vidéo, que ce soit dans du côté médiatique, mais aussi les studios de jeux, les créateurs et les fans, etc. Donc, être capable de créer cet événement-là pour célébrer notre industrie, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Je le fais pas pour moi, je le fais vraiment pour l'industrie. Je veux vraiment qu'on célèbre notre belle industrie. Comme tu sais, le jeu vidéo, en général, c'est quoi? C'est plus gros que l'industrie du cinéma et de la musique combinée. Donc, c'est un peu dommage que cette industrie-là n'ait pas célébré ici au Canada. On sait qu'il y a le le Game Awards aux États-Unis qui fonctionne très, très bien. Il y a le BAFTA jeux vidéo du côté de l'Angleterre. Donc, c'est très important de célébrer cette industrie-là, surtout parce qu'on y contribue énormément ici au Canada. Donc, ça va me faire énormément plaisir. En fait, ça me fait plaisir d'être à la tête de cette organisation-là, puis de faire des gens heureux, de voir des sourires. Et on a du feedback, on a des messages qu'on reçoit. Les gens sont contents que le gala revienne en personne, en présentiel. Les gens, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils préparent déjà leur tuxedo et tout ça. Je dis, OK, oui, c'est beau. Alors, on a bien hâte de vous voir. Toi, tu relances l'industrie du tuxedo à Toronto. Là, c'est 2 semaines avant l'événement, des gens qui nous écoutent, autant des gens de l'industrie que des amateurs de jeux. Comment on fait si on veut participer ou à la partie expo ou à la partie en salle lors du gala? Oui, bien évidemment, on vend des billets. Donc, si vous voulez faire un tour à Toronto, c'est un week-end, c'est le fun. Vous allez pouvoir acheter. Nos billets ne sont pas très, très dispendieux. On parle de 20$ pour venir assister au gala. La partie exposition, on la fait gratuite. Donc, c'est ouvert au grand public. Donc, n'importe qui va passer au TIFF Lightbox va pouvoir tester et jouer à ces jeux-là. Donc, l'objectif, c'est de faire ça. Puis, on va avoir, peut-être pas pour cette année, mais pour les années après, on va avoir des activités satellites dans différentes villes. On est déjà, j'en dirais pas plus pour l'instant, mais on est déjà en train de travailler avec certaines entités au Québec, à Montréal et à Vancouver pour créer justement des événements satellites. Éventuellement, on ne sait pas, hein, ça pourrait devenir un peu comme les Junos, un événement qui se promène à travers le pays parce qu'on sait que l'industrie est très large et il y a de pôles dans le monde du jeu vidéo au Canada. Donc, on n'est pas encore rendu là. Pour l'instant, on va le célébrer à Toronto, mais on invite évidemment tout le monde. Invitez vos amis, venez en groupe pour venir célébrer cette industrie-là. Carl Edwin, entre nous deux, là, quand tu as un événement comme ça, par la suite, il y a des parties. Est-ce qu'on sait déjà
quels seront les parties les plus intéressants à essayer d'aller faufiler? Oui, pour ceux qui connaissent le We Touch Grass, qui est un regroupement de parties pour les geeks, si on veut, ils vont avoir leur événement, justement, qui va avoir lieu tout de suite après. Donc, c'est eux qui l'organisent. Mais oui, un peu comme les Oscars, il y a toujours des entités séparées qui préparent des activités. On les connaît pas tous, mais on sait que We Touch Grass va être un officiel. Donc, on a bien hâte de voir ces beaux parties-là. Puis, au fur et à mesure que les années vont passer, on va sûrement ajouter d'autres, évidemment. Ouais. En terminant, donc, les gens qui veulent avoir plus d'informations concernant les Canadian Games Awards, à quel endroit on va pour avoir plus d'infos? Ben oui, allez sur, évidemment, sur tous les réseaux sociaux, même notre site web, c'est le Game Awards, donc Canadian Game Awards, et c'est sur nos réseaux sociaux, c'est .com ou .ca. Vous allez retrouver toute l'information sur, évidemment, l'achat des billets, les nominés, donc tous les beaux jeux qui sont nominés cette année. Il y a beaucoup de jeux qui viennent du Québec, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, rapidement, un jeu que j'ai bien aimé qui s'appelle Été, qui a été fait par un studio indépendant de Montréal, un beau jeu. Allez voir ça. Donc, on a énormément de jeux qui viennent de Montréal, mais aussi d'ailleurs dans le pays. Donc, allez sur le site web pour les découvrir. Aussi des créateurs de contenu francophones et aussi le côté e-sports. Donc, le Canadian Game Awards, on célèbre les 3 piliers du monde du jeu vidéo, les créateurs de jeux, les créateurs de contenu et le monde du sport électronique. Intéressant, parce qu'avec ton dernier commentaire, on voit qu'on ne peut pas sortir le chroniqueur de jeu de toi. C'est intrinsèque. Carl-Edwin Michel, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Bon 2 semaines, je sais que ça va être un marathon. Et puis surtout, bon Canadian Game Award. Merci de tenir le flambeau comme ça de l'industrie. Merci Bruno, ça fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir dans ton émission. Salut. Salut. Place à mes collaborateurs et on commence avec Thierry Weber, cette semaine qui est de passage dans mon carnet et il a décidé de nous parler de sa visite au CES de Las Vegas. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Alors dans cette chronique, j'avais envie de partager avec vous mon ressenti, mes impressions d'un événement incroyable. Bruno en a déjà parlé pour ce qui était des annonces, mais moi je vais vous parler du côté expérience utilisateur, si je peux utiliser ce terme. Je parle bien évidemment de la conférence de Delta Airlines qui s'est tenue à la Sphère. Tout d'abord, quelques mots sur la Sphère. Pour ceux et celles qui ont déjà cherché sur Internet, testé le mot-clé Sphère Las Vegas, vous avez peut-être pu vous faire une petite idée de la taille de cette installation, de ce bâtiment, une sphère plantée au milieu de Las Vegas, qui a avoisiné plus de 2 milliards de frais de construction, de mise en place, et qui peut abriter autant à l'extérieur des annonceurs qui vont utiliser cette surface de jour comme de nuit pour faire défiler des messages publicitaires, et l'intérieur pour faire vivre une expérience très immersive, puisqu'on a un écran qui est presque équivalent à 360 degrés, sachant que la dernière partie de la sphère, bien évidemment, est utilisée pour des sièges pour accueillir les spectateurs. C'est plus de 18 000 personnes qui peuvent s'installer dans ce haut lieu, on va dire culturel, pour vivre toutes sortes d'expériences. C'est une grande première avec Delta Airlines, c'est de voir non seulement un grand patron d'une compagnie d'aviation venir présenter quelque chose au CES. Moi, j'étais un peu dubitatif parce que, comme beaucoup de mes collègues, on s'est posé la question, mais qu'est-ce que ça a à faire ici au CES de voir un patron d'une compagnie s'inviter comme ça? Et puis, grande première, c'est le lieu. C'est cette sphère, de l'utiliser comme lieu de conférence. C'est une grande première et à mon avis, ce ne sera pas la dernière. L'accès était gratuit, mais il fallait coller à tout le mode de fonctionnement proposé par la sphère en matière de sécurité. Donc, déjà, il vous fallait montrer patte blanche avec votre badge. Et dans plusieurs endroits de Las Vegas, il était possible de faire de longues listes d'attente pour vous voir remettre un petit sticker qui vous donnera comme ça l'accès à cette conférence de Delta Airlines.
tout l'intérieur, tout le lobby de la sphère avait été totalement modifié, là où d'habitude on peut vivre des expériences interactives avec des robots avec lesquels on peut converser. Il y avait de la technologie, avec des Apple Vision Pro pour vivre des expériences immersives, une décoration propre à Delta Airlines. Une fois installé dans la sphère, il fallait attendre une petite heure pour que tout ce petit monde s'installe. Et presque à l'heure, la présentation a démarré avec des images époustouflantes qui ont été concrètement réalisées sur mesure pour exploiter toutes les possibilités qu'offre la sphère. Alors, je n'étais pas convaincu d'assister à une conférence et puis après à un concert, puisque c'est ni plus ni moins que Lenny Kravitz qui est venu pendant plus de demi-heure fermer cette grosse soirée très très particulière. Autant je dois reconnaître que la sphère et son immense écran apportent un véritable plus. L'expérience visuelle était vraiment bluffante dans le sens où toute cette surface était utilisée pour illustrer les propos du CEO et de tous les invités de cette soirée Delta Airlines. L'autre chose, c'est que le son de la sonorisation de ce lieu. J'avais entendu parler du concert de U2. Je m'étais posé la question de savoir si c'était une bonne chose que d'assister à un concert dans un tel lieu. Alors non seulement la réponse est oui, parce que l'utilisation de cet écran amène vraiment un plus très très impressionnant, même si c'était qu'une demi-heure. Le concert de Lenny Kravitz était véritablement superbement bien mis en image, avec justement des décors, des animations faites sur mesure. Il faut imaginer que la scène fait à peine 15 mètres sur 15 mètres, un petit carré tout au fond, et le tout rehaussé, remis en perspective sur cet écran réellement immersif, donne une autre dimension à tout ce qui se passe sur scène. C'était véritablement impressionnant. Petite chose aussi qui m'a marqué, c'est que durant cette conférence, cette keynote qui a duré quand même une bonne heure et quelques, on a pu voir qu'il y avait aussi du monde, du personnel de Delta Airlines qui était présent également assis dans les rangs des spectateurs. Imaginez que ces 18 000 places étaient équipées d'un petit bracelet que vous pouviez trouver sur la couleur de votre siège. Les places n'étaient pas réservées, numérotées, mais toutes vous proposaient de vous mettre au poignet un petit bracelet en forme de capteur, de petits boîtiers semi-transparents qui s'allumaient selon certains moments ou certaines annonces. Une technologie qui, à mon avis, coûte quand même un petit peu d'argent. Il faut savoir que à l'intérieur, il y a 2 piles et puis de la LED et probablement un récepteur pour qu'on puisse les commander à distance. Et ces bracelets mis à disposition servaient simplement à offrir, je dis simplement, des vols gratuits, j'imagine des tours du monde, aux heureux élus qui voyaient la lumière de leur bracelet changer de couleur par rapport aux milliers de personnes qui les portaient également. Donc, de l'opulence, à l'annonce, par exemple, du partenariat avec Uber, ce sont des dizaines d'employés de Uber qui sont descendus à toute vitesse les différents étages de la sphère. Mais à l'annonce de ce partenariat, il y a plusieurs spectateurs qui se sont vus offrir des sachets Uber Eats avec directement de quoi se substanter durant cette soirée. Impressionnant, moi ça m'a marqué toute cette débauche et puis cette fin de soirée en beauté avec le concert de Lenny Kravitz a vraiment donné une couleur différente à ce CES, puisque c'est pas le seul exposant, c'est pas le seul acteur du CES qui fait appel à des stars. J'ai pu voir d'autres marques comme Panasonic qui a fait appel à Steve Aoki qui est un célèbre DJ. Et puis d'autres qui font appel à des humoristes, des acteurs. A priori, c'est le trend de cette année. Fallait-il passer autant de temps pour obtenir son laissez-passer, son badge, pour pouvoir gratuitement assister à cet événement? Eh bien, j'ai envie de dire oui. Assister à une conférence et voir un concert, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ça valait la peine d'attendre. Et j'espère qu'on a ici... le début d'une longue série, de se retrouver à voir ce lieu
utilisé intelligemment pour de véritables annonces. Petite parenthèse quand même, je suis pas à même de répondre à cette question. Je vais peut-être pas forcément chercher ardemment sur Internet la réponse à cette question. On imagine aisément qu'une soirée comme celle-ci était très, très, très coûteuse pour une société telle que Delta Airlines. Mais je suis persuadé que les retombées médiatiques, mais surtout les véritables annonces qui ont été faites là, vont sensiblement combler les dépenses de cette soirée. Voilà, c'était un billet un petit peu particulier en direct de Las Vegas. Je vous dis très bonne année et à bientôt si c'est pas avant. Autour de mon collègue Stéphane Ricoul qui nous propose une réflexion sur l'impact de l'économie numérique qui fragilise l'impôt traditionnel. On l'écoute. Taxer pour bâtir des routes, pour défendre un royaume, pour développer l'éducation. Les sociétés d'antan comme celles plus modernes ont toujours eu recours à l'impôt. Dans la littérature, l'impôt est souvent comparé à ce fil d'Ariane qui traverse l'histoire, du tribut de l'Antiquité à la TPS-TVQ d'aujourd'hui. Pourtant, ce mécanisme qui était il y a bien longtemps central à la vie de la cité se heurte désormais à un obstacle majeur. Cet obstacle, j'aime depuis des années l'appeler l'économie numérique. Cette économie est fascinante. Elle floute les frontières, rend la valeur intangible et déstabilise les bases mêmes de la fiscalité traditionnelle. Dès lors, comment se comprendre entre un système fiscal hérité d'un monde tangible et une économie dite dématérialisée? Et pourtant, l'histoire de l'impôt est aussi vieille que l'organisation en société. Dans l'Antiquité, l'Égypte pharaonique taxait en fonction des crues du Nil. À Rome, l'impôt servait à financer l'armée et les jeux publics. À chaque époque, la question demeurait la même. Qui paie? Pourquoi? Et avec quelle légitimité? Dans le monde antique, la fiscalité reposait sur la terre, la production agricole ou l'artisanat. Au Moyen Âge, la féodalité imposait la dîme et les redevances seigneuriales. À la Renaissance, la naissance d'États modernes a conduit à une centralisation de l'impôt. Les révolutions américaines et françaises ont érigé la devise « pas de taxation sans représentation », liant la démocratie et la fiscalité. L'impôt, ce fameux fil d'Ariane qui a su guider sur le chemin du retour le jeune et beau Thésée dans le labyrinthe où il est allé affronter le Minotaure, nous a servi de socle pour le contrat social de notre société. Mais désormais, il est dangereusement tendu à l'ère numérique, peut-être même proche de la rupture en 2025. Les grands principes fiscaux se sont construits sur la notion de territorialité, l'idée qu'on impose là où la richesse est produite. Or, la donnée circule au-delà des frontières. Les géants du numérique s'amusent à localiser leurs profits dans des paradis fiscaux ou se font un devoir d'exploiter les failles entre les différents systèmes fiscaux internationaux. Les gouvernements ont presque tous tenté d'adopter des outils classiques, taxes sur le commerce en ligne, taxes sur les services numériques, la fameuse taxe Netflix, etc., etc. Mais l'essence du numérique, à savoir fluidité, virtualité et instantanéité, rend l'exercice délicat. En résulte un patchwork de lois mal coordonnées, à la fois inefficaces et pénalisantes pour certains acteurs locaux. Vous n'avez qu'à penser aux médias, par exemple. Pourtant, à travers l'histoire, l'impôt n'est pas seulement un moyen de financer des infrastructures, c'est un rapport de force. Rome levait le tribut sur ses provinces conquises. La monarchie française imposait davantage la paysannerie que la noblesse. La Chine aujourd'hui use du Great Firewall pour contrôler l'information. On le voit, la fiscalité et le pouvoir ont toujours formé un couple indissociable. Seulement voilà, dans notre monde désormais numérique, ce pouvoir change de main.
les géants du numérique se la jouent parfois, ou de plus en plus souvent, devrais-je dire, en adoptant une position et un rôle quasi étatique, établissant leurs propres règles. Le duo pouvoir et puissance que représentent Trump et Musk risque bien d'accélérer les choses et d'atteindre des sommets que même nos plus grands cauchemars ne se seraient pas permis de nous faire vivre durant nos nuits. Seulement voilà, leur pouvoir de taxer se justifie par la captation de nos données, c'est-à-dire la source de création de valeur dans l'économie numérique. Peut-être que l'histoire se répète tout simplement, car quand on plonge dans les racines historiques de l'impôt, on réalise que finalement la fiscalité n'a jamais été figée. Elle s'est adaptée aux révolutions agricoles, industrielles et commerciales. Chaque mutation profonde a entraîné de nouveaux principes d'imposition. L'économie numérique constitue donc peut-être aujourd'hui une révolution tout aussi majeure. On est passé de la terre au nuagique, puisqu'on ne peut plus taxer exclusivement la matière ou l'emplacement physique. On est passé de la production à la donnée numérique, puisque la richesse est de plus en plus immatérielle. On est passé d'une souveraineté nationale à une mondialisation numérique, qui fait que toutes les frontières fiscales vacillent actuellement. L'histoire nous enseigne que l'impôt peut être un puissant outil pour rééquilibrer la répartition des richesses. Il joue aussi un rôle de stabilisation sociale. À l'ère du numérique, on risque un grand déséquilibre. Une simple poignée de géants engrange des profits astronomiques, tandis que les États voient leur base fiscale s'éroder. La question devient: peut-on, comme autrefois, inventer de nouveaux instruments fiscaux adaptés à cette nouvelle forme de richesse? Loin d'être insoluble, le défi est de taille, car il s'agit non seulement de taxer, mais aussi de prendre en compte la valeur créée par les utilisateurs eux-mêmes. Un travail gratuit, entre guillemets, que pointait déjà un rapport ministériel en France en 2013, figurez-vous. Loin de là l'idée de détruire la fiscalité traditionnelle, mais de la faire évoluer. L'impôt a survécu au roi, aux révolutions, à l'industrie. Il peut survivre à la dématérialisation, à condition d'être réinventé. Les propositions commencent à émerger d'ailleurs. Répartition des profits selon la localisation réelle des utilisateurs. Taxes sur les services numériques, j'en ai déjà parlé. Prise en compte de la donnée comme facteur de production. Mais ces tentatives se heurtent à l'absence de consensus international et à la puissance de lobbying des grandes entreprises. Comme si, dans le labyrinthe numérique d'aujourd'hui, nous cherchions encore le bout du fil d'Ariane pour retrouver la sortie. En définitive, l'impôt reste ce fil qui nous relie à l'idée de société. Mais face aux géants du numérique, ce fil se fragilise. Il n'est plus question de se reposer sur des règles du XXe siècle pour taxer une réalité du XXIe siècle. L'histoire montre que la fiscalité doit sans cesse se réinventer. Alors, poursuivons cette exploration ensemble, car le temps presse. Si nous ne redéfinissons pas un impôt adapté à la donnée numérique, alors la société risque de perdre l'un de ses grands piliers d'équité. Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler de choses et d'autres, mais notamment de UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu as rencontré un auteur, Didier Baraton. Oui, Didier Baraton, qui est l'auteur du livre L'exclusion numérique, fracture numérique et électronisme. Je trouvais le sujet intéressant parce qu'évidemment, on parle juste le titre, c'est assez intéressant. Ah oui, puis on parle d'accessibilité. Quand on parle d'inclusion, évidemment, un peu les deux se touchent. C'est deux secteurs qui se touchent au milieu, c'est ça. C'est surprenant parce que avec lui, on parle de effectivement l'électronisme, puis on s'attend tout le temps à ce que ce soit des gens de 60 ans et plus. Je dirais pas 60 ans et plus parce que pour moi, c'est dans 3 ans, donc c'est très proche. Mais on pense que c'est des personnes âgées, mais en réalité, de plus en plus, c'est des gens qui sont jeunes également, qui ont accès qu'à des cellulaires, pas nécessairement des ordinateurs, et qui savent pas nécessairement même trouver un emploi en ligne. Donc, Puis lui, évidemment, nous parle du portrait de ce qui se passe en France, puis je trouve ça vraiment super intéressant.
mais qui n'est pas tellement loin de ce qui se passe ici. Hein. Non. Par rapport Par à contre, une certaine tranche de la population qui reste avec oui. certaines difficultés. Absolument. Puis, on voit aussi là-bas une tendance, où il y a eu une tendance peut-être même avant nous à numériser les services gouvernementaux. Et oui. on voit maintenant un certain recul pour pouvoir mieux desservir les gens, c'est-à-dire à réengager, réembaucher des gens qui donnent du service aux citoyens, parce qu'ils se sont aperçus effectivement qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accéder à un ordinateur, qui ne savent pas le faire, remplir un rapport d'impôt en ligne ou remplir des formulaires en ligne. Et M. Baraton donne justement ses services, lui, chez Emmaüs en France, pour pouvoir aider des gens comme ça avec un ordinateur. Puis, comme il le disait, comme il le dit dans l'entrevue, ben, c'est souvent des jeunes qui viennent également, puis savent pas même, c'est ça, trouver un emploi d'électricien sur l'Europe ou même sur la France. Ils y arrivent pas. Donc, c'est quand même relativement inquiétant aussi. Et c'est quelque chose qu'on doit tenir compte, nous, quand on conçoit des services numériques. Là. Ben, tout à fait. Faire attention à la fissure numérique pour pas qu'elle prenne plus d'importance. Jean-François, merci pour cette rencontre-là. On va aller l'écouter à l'instant, puis ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, Jean-François. Bye. On n'a pas chiffré ça. Déjà, on a beaucoup de mal à chiffrer le nombre de gens qui sont en situation d'inclusion numérique ou d'exclusion numérique. On a déjà beaucoup de mal là-dessus. Donc, non, les coûts, non. Les bénéfices, on les entrevoit. On les chiffre pas, mais on entrevoit les bénéfices. C'est-à-dire qu'effectivement, ça permet une meilleure intégration de tous les gens qui sont à intégrer. Et il y en a beaucoup, des immigrés, des handicapés, des jeunes, on en parlera, des personnes âgées, des personnes qui sont dans des lieux géographiques un petit peu largués, un petit peu isolés. Et puis, c'est très bénéfique en termes d'emploi. Ça permet le retour à l'emploi de gens qui n'ont pas une grosse formation, qui n'ont pas jusqu'ici accès au numérique. En France, on a mesuré. Alors, je réponds à l'inverse de votre question pour répondre à votre question. En France, on a estimé que 19% des moins de 24 ans n'avaient pas d'ordinateur chez eux, n'avaient pas d'équipement numérique. Ah oui, c'est énorme. Tout simplement pour des raisons sociales, hein. Tout simplement parce que les parents, ils exercent un métier manuel, ils n'ont pas d'ordinateur dans leur travail. Ça, c'est un gros sujet. Le fait que c'est les gens qui n'ont pas d'ordinateur dans leur travail, et il y en a 10, 20 millions en France, plutôt 15, 20, oui. Donc à partir de là, c'est un gros problème pour eux, mais aussi pour les enfants, pour l'entourage. Parce que se mettre au numérique, c'est beaucoup une question d'entourage. Je vous donne un exemple très très simple. Quand vous êtes au travail, j'ai l'impression que nous sommes des freelances, mais quand on est au travail et qu'on a un petit souci pour imprimer, pour faire quelque chose sur Excel, etc., on demande aux collègues. Quand vous êtes isolé, et quand à plus forte raison vous êtes isolé, que vous n'avez pas l'habitude du numérique, vous êtes totalement dépité. Vous dites mais c'est pas possible, j'ai un ordinateur, je commence à m'y mettre, et là je sais pas faire, et c'est catastrophique. Alors que quand vous êtes entouré de collègues, ou quand, comme vous et moi, on peut joindre un copain ou quelqu'un et on peut arriver à se débrouiller, voilà, tout va bien. Donc, les effets démultiplicateurs se démultiplient, si j'ose dire, pour les gens qui n'ont pas de connexion et surtout qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un ordinateur. Et historiquement, on s'imagine que les personnes qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas l'habitude ce sont les plus vieilles générations, 60 et plus, proche de 60, mais on s'imagine que c'est plus des personnes d'un certain âge qui n'ont pas eu l'occasion de s'y frotter ou que professionnellement, ils n'auront pas eu l'occasion d'en avoir. On imagine cette clientèle-là. Et je pense qu'il y a des gens qui s'en déchargent en disant, oui, mais donc, c'est pas une clientèle pour moi, ils ont moins d'argent, etc., etc. Mais donc, ce que vous me dites là, c'est que c'est un problème beaucoup plus large, là. Oui, c'est pas une question d'âge, encore que s'il y a une question, c'est une question sociale. Dans inclusion numérique, l'important, c'est pas le numérique, c'est l'inclusion, et l'inclusion, ça veut dire social. Il faut arrêter de parler de sociétal. Là, je parle de social. C'est les gens qui ont un faible revenu, qui ont une faible formation et qui sont isolés géographiquement et isolés aussi sur le plan familial, relationnel. Beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de relations familiales, relationnelles, qui n'ont pas beaucoup d'amis, s'ils n'ont pas d'ordinateur et s'ils ont un travail, quand ils ont un travail où ils n'utilisent pas d'ordinateur, c'est terminé pour eux. Le numérique, c'est un cauchemar absolu pour eux. Or, vous avez un autre phénomène en face, c'est que tous les services publics se numérisent.
et tous les services privés aussi. Pour acheter dans une entreprise, pour acheter une paire de chaussures, une paire de lunettes, nous sommes 2 binoclars, et si vous voulez acheter quoi que ce soit, c'est pas mal de passer par Internet. Et donc, les gens qui sont bloqués, ils sont bloqués surtout maintenant. Alors, pour les démarches administratives de services publics, c'est vraiment un énorme problème. Et les administrations font non pas un retour en arrière, mais c'est de se doter d'équipes capables d'aider les gens. Moi, souvent, on pose la question, quels sont les gens qui aident, qui vont débloquer l'exclusion numérique? Il y a combien de bénévoles? Alors, je dis oui, il y a des bénévoles. En France, il y a 4000 conseillers numériques payés par l'État. Mais les principales personnes qui agissent, c'est les fonctionnaires de proximité, les fonctionnaires des impôts, de la sécurité sociale, et puis tous les gens qui, sans être des fonctionnaires, sont dans des assurances sociales privées, etc., etc. Le numérique aujourd'hui, c'est évidemment indispensable. Vous êtes parent, c'est utile pour vous pour payer des impôts, pour la sécurité sociale, pour toute la sociabilité. C'est important parce qu'avec vos enfants, vous avez sur votre smartphone la cantine, vous avez l'adhésion au club de sport, vous payez l'adhésion, vous savez quand est-ce que votre gamin est au club de sport, vous savez si le moniteur il est malade, etc. Voilà, vous faites tout par un smartphone. La numérisation, de toute façon, l'éducation numérique, elle se fait beaucoup plus facilement par le smartphone que par l'ordinateur, pour les raisons que j'ai développées tout à l'heure. Le travail, ça fait la distinction entre les gens qui se numérisent, qui s'acclimatent au numérique par l'ordinateur, et ceux qui ne le font pas. C'est pas grave, les gens qui savent pas servir d'un ordinateur, il faut tout passer sur le smartphone, et il faut leur apprendre à télécharger. Et il y a des limitations quand même. Je vous ai entendu dire dans une entrevue que vous donniez récemment qu'il y a des limitations quand même. Quelqu'un qui a appris le numérique avec un téléphone cellulaire n'aura pas nécessairement tous les réflexes de quelqu'un qui a fait toute une carrière sur ordinateur, par exemple. Non, bien sûr, c'est pas la même chose. Mais là encore, c'est parce que la personne n'a pas, au travail, n'a pas besoin d'un ordinateur. Donc, mais il faut pas la complexer. Il faut dire qu'avec un smartphone, et c'est vrai, on peut faire maintenant pratiquement tout. Vous savez, les deux sujets qui sont les plus embêtants pour les gens, même ceux qui savent se servir d'un ordinateur, les deux sujets qu'on voit dans les permanences, parce que j'ai écrit un livre, mais je pratique aussi, je tiens aussi des permanences, c'est le QR code. C'est fou, les millions de gens, les dizaines de millions de gens qui ne savent pas servir d'un QR code, qui demandent dans des permanences un QR code. Et la deuxième chose, c'est comment conserver les mots de passe. Et alors, je ne sais pas si ça se fait en dehors de la France, mais en France, il y a des librairies, des papeteries qui vendent des petits carnets où les gens notent leurs mots de passe. Moi, je suis effondré quand je vois ça. Mais la réalité, vous avez des gens qui ont un petit post-it dans leur portefeuille ou dans leur sac à main avant, ils avaient le numéro de la carte bancaire pour retirer au guichet. Alors maintenant, ils ont le numéro pour les impôts, la paye, etc., etc. Oui, on voit chez les gens. On voit le petit post-it à côté de l'ordinateur chez les gens. Là. Ils se mettent des petits post-it. Le premier réparateur. L'inclusion numérique, c'est quelque chose qui est très, très large. C'est savoir se servir d'un terminal, que ce soit un ordinateur ou que ce soit un smartphone. Et puis après, c'est savoir se servir des applications, savoir y aller. Vous savez, on fait Moi, j'ai débuté cette histoire quand j'étais salarié. Parallèlement, j'étais bénévole chez Emmaüs Connect, qui en France, c'est la première organisation la plus importante qui s'est occupée de ça. Et on a un atelier pour les gens qui ne savent rien faire qui s'appelle Clic Souris. L'atelier pour les gens qui n'ont jamais utilisé un ordinateur. On le rouvre parce que vous avez des gens qui n'ont vu un ordinateur, ils ont vu le capot de l'ordinateur. Ils n'ont jamais vu le clavier d'un ordinateur. Les gens qui n'ont pas d'ordinateur au travail. Ils vont au guichet de la sécurité sociale, ils vont dans telle et telle organisation, tel endroit, ils voient toujours le capot de l'ordinateur. Ils ne voient jamais un clavier. Et là, ces gens-là, il faut leur apprendre à ouvrir un ordinateur, il faut leur apprendre à aller sur Google. Il faut leur apprendre, le clavier d'un ordinateur, c'est fait comme ça. Là, il y a le A, le B, le C, le D, etc. Ça commence comme ça. Vous faites une séance d'1 heure, et puis la semaine suivante, vous leur donnez une adresse mail, et puis la semaine d'après, vous leur apprenez à récupérer l'adresse mail, et puis la 4e semaine, vous leur apprenez à aller prendre un billet de train, à aller payer les impôts, etc., etc. Et voilà. Et sur les 4 semaines, c'est le b.a.-ba du numérique. C'est ça l'exclusion numérique. Après, il y a plein d'autres cas, il y a plein d'autres, mais le b.a.-ba, la base de tout, c'est ça. On n'imagine pas, mais ça veut dire que l'école n'a pas eu d'influence ou c'est des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'être à l'école à partir du moment où les ordinateurs y sont rentrés? Alors oui, c'est des gens qui sont d'une génération où effectivement, les premiers ordinateurs, c'était dans les années 80. Donc il y a des gens actuellement, non, je pense que tous les gens qui ont commencé à prendre l'ordinateur, non pas à l'école, mais sur leur lieu de travail, ils sont en retraite maintenant. Donc
Ouais. Maintenant, pratiquement tout le monde a eu quand même une formation ordinateur à l'école, mais ça ne suffit pas. On voit beaucoup de jeunes, par exemple, qui viennent dans des permanences, qui ne savent pas chercher un travail sur Internet. Ils ne Oh. savent pas. Eh bien oui, il y a des gens qui sont, je ne sais pas, menuisiers, qui veulent chercher un boulot de menuisier à Montréal ou à Paris, ils ne savent pas, sur une barre Google, mettre emploi menuisier Montréal, emploi menuisier Paris, emploi menuisier Zurich, ou etc. Donc, il faut apprendre, au-delà de se servir d'un terminal, savoir aussi pratiquer. Et l'emploi, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc il faut y aller. Et on est à une époque où on voit les centres de services, ici au Québec, on a vu des centres de services fermés au profit d'initiatives numériques, mais malheureusement, il y a des gens qui ont levé un tollé parce que ça leur permet plus ils ont plus accès. L'humain qu'ils allaient voir, surtout en région, est plus disponible, donc ils sont obligés d'aller en ligne, mais ils sont dans l'électronisme, justement, mais ils sont pas capables d'y aller, donc c'est une catastrophe, ça. Mais oui, parce que, alors, ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Pourquoi les administrations se sont numérisées? Pourquoi les administrations font-elles des services numériques? C'est pas pour rendre service aux gens. C'est ce qu'on a cru au départ. C'est pas pour rendre service aux gens, c'est pour faire des économies, tout simplement. Et donc, on a fait trop d'économies, on allait trop fort. On pensait que tout le monde allait finalement apprendre le numérique. Vous savez, il y a 10 ans en arrière, on pensait que c'était qu'une histoire de personnes âgées. Ouais. Donc, un petit peu cyniquement, on s'est dit, la loi naturelle fait que un jour, ça va se résoudre, cette histoire. Pas du tout, parce qu'il y a des gens jeunes de toutes catégories qui ne peuvent pas accéder et il leur faut un petit coup de main. Puis ensuite, on s'est dit, formidable, l'administration va se numériser, ça va obliger les gens à passer au numérique. Ça les oblige, oui, mais ça ne résout pas tout. C'est-à-dire que c'est pas le numérique qui facilite les choses. Donc, et parfois, les outils numériques, pour des questions de design, ne sont pas très bien adaptés, même à des gens qui pratiquent très bien le numérique. J'imagine qu'au Québec, c'est comme en France, pour remplir un dossier administratif, il faut 1 heure ou plus, et qu'il soit sous forme numérique ou sous forme papier, c'est exactement pareil. Moi, j'ai des gens dans des permanences qui veulent remplir un dossier, par exemple pour être travailleur handicapé. Moi, j'ai souvent ça. Je leur dis, écoutez, vous l'avez imprimé, on va l'imprimer si vous voulez faire la version papier, ou on va en ligne si vous voulez faire la version numérique. Mais c'est pareil, il ne faut pas que ce soit un obstacle. Il faut dire aux gens, voilà, c'est qu'un moyen, le numérique. Dans l'inclusion numérique, c'est toujours la même chose. Le numérique, c'est le moyen, le but, c'est l'inclusion. Exact. Et il y a beaucoup de grandes organisations qui sont tombées là-dedans aussi. Il devient de plus en plus difficile d'avoir un support. Tout à l'heure, vous parliez d'acheter, mais quand on veut aussi ramener le truc parce qu'il ne fait pas l'affaire, on retombe sur des services automatisés et plus de services de téléphonie parce que ça coûte moins cher. Ah oui, bien sûr. Puis alors maintenant, il y a l'intelligence artificielle, donc on voit partout des petits robots. Ils disent, est-ce que vous avez une question? Puis je vais répondre à votre question. Ouais, c'est pas encore gagné, hein. Non, c'est vraiment pas gagné. Le service client avec les robots, ça va sans doute arriver un jour, mais pour le moment, c'est pas gagné du tout. J'avais cette question-là d'ailleurs pour vous aujourd'hui. Les modèles langagiers tels qu'on les a vus avec ChatGPT et autres pourraient représenter un espoir à partir du moment où peut-être on va les avoir sur des Google Home ou sur des Alexa, où ils vont être capables de dialoguer simplement avec les gens. Bon, après, ça ne remplit pas des formulaires nécessairement, mais ça peut être un service de première ligne quand même. Oui, non, ça peut dégrossir un certain nombre de dossiers, mais il y a toujours des gens, il y a toujours un cas particulier. Je sais pas, moi, avec mon administration des impôts, moi, je suis journaliste, alors la fiscalité des journalistes est particulière. J'ai souvent, pas toujours, mais j'ai souvent une question à poser à l'administration des impôts. Donc, ils ont fait en sorte, ils se sont beaucoup numérisés, puis ils sont un petit peu revenus en arrière en France, et maintenant, il y a des personnes au guichet et il y a des personnes en ligne pour renseigner, parce qu'il n'y a pas que les journalistes, il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, le numérique ne permet pas de répondre à toutes les questions, à beaucoup de questions. Et c'est très bien le numérique. Mais pour que tout le monde suive, c'est pas gagné. C'est intéressant. Donc, il y a eu un recul, peut-être une avancée parce qu'ils ont recommencé à mettre des vrais humains derrière le comptoir après s'être aperçu que le numérique ne pouvait pas tout faire. Ça, c'est une tendance importante aussi, là. Mais oui, bien entendu. Et de toute façon, il y a des métiers aussi, des métiers de journalistes, d'avocats, les métiers intellectuels, où on vous dit, non, l'intelligence artificielle ne peut pas tout faire, on est obligé de maîtriser. Le sens critique, ça n'existe pas en intelligence artificielle. Et certaines formes de synthèse, l'esprit de synthèse, ça n'existe pas dans l'intelligence artificielle et dans certains systèmes numériques. Donc, ce qui est quand même rassurant quelque part. Il faut bien distinguer les deux. Il faut toujours dire que le numérique, c'est formidable, c'est très très bien.
on y va, ça rend d'immenses services, ça permet de simplifier les choses, ça permet de faire des économies aux administrations, mais il faut s'adapter à des dizaines de millions de gens qui utilisent ces services-là. Et là, il y a quand même encore pas mal de travail à faire, parce qu'on a négligé ça. Dans beaucoup d'administrations aussi, on a pris des stagiaires pour faire l'économie des sites en se disant finalement on va prendre un stagiaire, c'est pas le plus important. Le plus important c'est les réseaux, les data centers, etc. Et puis la réunion de tous les comités XY. Non, le design c'est extrêmement important et la mise en ligne ça se fait pas comme ça. Ben, écoutez, merci vraiment beaucoup de m'avoir accordé du temps aujourd'hui. Je vais inviter tous les auditeurs à acheter le livre que je vois, qui est maintenant disponible sur Amazon.ca, mais il est sûrement disponible dans les librairies à Montréal également et au Québec. C'est L'exclusion numérique, fracture numérique et illettrisme, le naufrage du numérique. J'aime beaucoup la lecture aussi avec Enter Your Password et le petit carnet blanche. J'ai oublié mon édition. Voilà. Oui, c'est ça. Merci vraiment beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Ça a été très agréable. Merci et puis bon courage pour l'ensemble de vos podcasts. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Paul. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à mes invités, merci à mes collègues, Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Sinon, à lundi, si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech au quotidien. Au revoir, portez-vous bien.